Tu veux avoir raison sur ce que tu disais 3 ans avant. Et là, c'est une belle recette pour l'échec. Il y a certains pitchs où je vibre de partout. Et en débriefant avec mon équipe, je dis, bon, moi, jamais je mettrai un sou sur ce gars-là. J'avais un proverbe, c'était pas d'histoire de gitans entre gitans. D'accord, les entrepreneurs sont des gitans, les VC sont des gitans. On va pas se raconter des histoires. J'ai privilégié beaucoup ma vie professionnelle à ma vie familiale et peut-être que j'ai pas vu suffisamment grandir mes enfants. Si tu fais un business qui a besoin de capitaux comme de cocaïne, et en 2021, je passais pour un vieux con. Je dis attention, ce qui compte, c'est le retour de cash to cash, c'est combien un euro de capital crée de valeur. Alors, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les succès de la French Tech enrichissent le retraité du Texas, beaucoup plus que le retraité français. Le spectacle qu'a donné l'Assemblée nationale à la fin de l'année dernière, c'est pitoyable. On n'aura jamais un parti des entrepreneurs qui prendra le pouvoir, parce que les entrepreneurs, c'est une minorité par nature. Mais les entrepreneurs, c'est une minorité qui a une force. Bienvenue à tous et toutes dans ce nouvel épisode de À poil et sans filet. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jean-David Chamboredon. C'est un des parrains de la tech française, un homme qui connaît depuis plus de 40 ans les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs investisseurs, les meilleurs politiques, mais aussi les pires. Avec lui, on va revenir sur les dessous de la tech française, de l'argent et du pouvoir. Il y a plein d'anecdotes croustillantes. Bienvenue Jean-David. Merci de me recevoir. Alors Jean-David, je te présente pour ceux qui ne te connaissent pas. En 2012, ils étaient des milliers de pigeons à gueuler, des entrepreneurs de tous horizons et de toute taille qui avaient l'impression de se faire voler par l'État. Et leur porte-parole n'était pas un politique mais un investisseur. Toi, Jean-David, à l'époque 49 ans, voilà, comme ça les gens feront leur calcul d'eux-mêmes. C'est un mouvement qui a donné naissance à France Digital et à la French Tech, qui est incarné par Emmanuel Macron, mais surtout, comme tu le dis, par Fleur Pellerin. Alors, qui es-tu vraiment ? Donc, tu es polytechnicien, hein, si tu remontes à tes études. Tu as plus de 40 ans d'expérience dans la tech, 26 dans l'investissement. Des centaines de boîtes accompagnées, dont Blablacar, Price Minister ou Malte. Ton fonds Isaïe a plus d'1 milliard d'euros sous gestion aujourd'hui. Tu as traversé la bulle Internet, les excès du venture capital, comme on dit, en 2021-2023, qui ont conduit à des milliers de suppressions d'emplois, les illusions des licornes de la French Tech. Tu as vu des entrepreneurs devenir riches et d'autres repartir à la case départ, des startups lever trop d'argent et mourir, d'autres atteindre des sommets, des politiques prendre des décisions catastrophiques, dont certains que tu connais personnellement. Bref, tu connais les dessous du pouvoir, de l'argent et de la réussite. Et c'est ce qu'on va essayer de décoder ensemble aujourd'hui. On va parler, j'ai envie de parler avec toi des secrets des fonds européens, ce que ça dit de notre souveraineté économique. Pourquoi les entrepreneurs sont en colère aujourd'hui versus à l'époque des pigeons, ton analyse, le vrai bilan de la French Tech, le modèle licorne versus PME à la papa, voilà, autrement appelé VC versus Bootstrap dans notre écosystème. Et puis tes conclusions personnelles sur la réussite et l'argent, c'est un sujet dont on parle souvent dans mon podcast. Est-ce que ça te va comme programme ? Allons-y, c'est une belle assiette. Alors Jean-David, je vais te poser la question que je pose à tous mes clients, tous mes invités. Quelle est la dernière fois que tu t'es senti à poil et sans filet ? La dernière fois que je me suis senti à poil et sans filet, je sais pas en fait. Peut-être un sujet de santé. Tu vois, j'ai eu une opération il y a 5 ans et effectivement, j'ai jamais eu de problème de santé avant. C'est la première fois que j'étais dans une clinique avec des médecins autour de moi, avec une opération, etc. Je me sentais effectivement tout petit parce que complètement dépendant des autres, alors que c'est quelque chose qui m'arrive pas souvent. Voilà, c'est peut-être la dernière fois. Oui, je pense que c'est la dernière fois. C'était en 2020 ou juste avant le Covid. Ah oui, t'es bien tombé alors. Oui, je suis bien tombé parce que j'aurais pu avoir mon opération. Alors, elle n'était pas urgente, donc j'aurais peut-être pu attendre, mais voilà. Donc, je crois que c'est la dernière fois que je me suis senti, comme tu dis, à poil, c'est ça ? À poil et sans filet. À poil et sans filet. Ouais. Mais c'est vrai qu'on peut avoir une pensée pour tous les gens dont on a très peu parlé finalement, qui avaient malheureusement des cancers ou des maladies assez graves et qui n'ont pas pu être opérés, pas pu être soignés en fait, parce qu'il y avait tellement de malades pendant le Covid que pendant plusieurs mois, il y a des gens qui sont malheureusement ont eu des graves complications ou sont décédés à cause de ça, c'est vrai. Quelle est la leçon que tu en as tirée ? Parce que c'est vrai qu'un problème de santé, je pense qu'on y arrivera tous, on en aura tous un jour ou l'autre. Qu'est-ce qu'on peut en retenir comme leçon ? Toi, qu'est-ce que tu en as tiré ? Écoute, j'en ai tiré comme leçon que ça peut pas être un sujet qu'il faut négliger. Moi, tu vois, je suis un gros bosseur, donc j'ai bossé toute ma vie énormément. J'ai toujours été plutôt costaud, en forme, avec beaucoup d'énergie, pas vraiment d'état d'âme. Donc, à un moment donné, t'as la machine physique, elle est plus fatiguée que ton cerveau. Donc, il faut être vigilant sur
sur la bagnole, quoi, tu vois. Donc depuis, je suis plus discipliné dans mes visites au médecin, etc., etc. Je me dis qu'effectivement, on peut avoir des problèmes de santé. Je pense que j'avais une totale insouciance par rapport à ça. Et que c'est pas que j'occultais, c'est que ça faisait pas partie de mon agenda personnel de me soucier de ma santé. Bon, en fait, on est tous mortels, on a tous potentiellement des sujets comme ça. Donc voilà, je pense que c'est ça que ça m'a appris. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, il y a une meilleure prise en compte de la santé, et peut-être particulièrement de la santé mentale, dans l'univers des entrepreneurs et peut-être même des performeurs que toi quand tu as commencé il y a 40 ans ou pas du tout? Oui, en tout cas, il y a beaucoup moins de pudeur sur le sujet. Il y a des sujets qui étaient un peu tabous, qui le sont moins. Et il y a des sujets sur lesquels le dirigeant d'entreprise ne voulait pas aller, sur lesquels il accepte un peu d'aller aujourd'hui. Parce que la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle, elle n'est pas facile à définir. Et puis évidemment, l'un et l'autre se répondent. Un gars qui a des problèmes de santé, est-ce que c'est privé par définition, mais ça peut avoir des influences sur sa disponibilité professionnelle. Un gars qui divorce, ça peut être pareil. Et en même temps, un gars qui fait un burn-out, ça peut avoir une influence sur son divorce, enfin, sur son couple et potentiellement sur un divorce. Donc les deux, en fait, se répondent. Et pendant très longtemps, ces sujets-là, dans le monde professionnel, étaient un peu tabous. Et côté salarié et côté dirigeant. Le dirigeant disait ça, c'est la vie privée. Et les salariés étaient pas du tout. Les entreprises ne leur offraient aucun réceptacle pour parler ou exprimer les choses. Et aujourd'hui, on voit, nous on est actionnaire de TIL, par exemple, qui a un programme sur les sujets comme ça. On voit que les gens parlent aussi plus spontanément de ce qu'on appelle un burn-out. Par exemple, à une époque, tu n'aurais jamais dit j'ai fait un burn-out. J'étais crevé, j'étais malade, j'ai fait un burn-out. Enfin, tu vois. Donc voilà, donc il y a des sujets qui étaient tabous qui sont plus tabous. Est-ce que maintenant on adresse le sujet complètement de façon pleine et entière et satisfaisante? Sans doute pas. Encore plein de progrès à faire, très vraisemblablement. Je pense que c'est une tension que j'ai une audience de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs. Une autre chose d'ailleurs intéressante, c'est le développement du coaching. Mhm. Quand tu prends la mentalité 20e siècle, hein, se faire coacher, ça veut dire ça voulait dire d'une certaine façon accepter une forme de faiblesse ou une forme d'incapacité à s'autodéterminer, etc. Alors peut-être que si tu étais un grand sportif, c'est ok, il a un coach, mais un dirigeant d'entreprise, il disait pas je me fais coacher, c'était un aveu de faiblesse. Aujourd'hui, au contraire, ça peut être vu comme une forme de lucidité, de comprendre qu'on a des vulnérabilités, des faiblesses, qu'il faut travailler dessus, des points forts, des points faibles, etc. Et que tout dirigeant, il a les défauts de ses qualités, et que donc quelqu'un qui l'aide à exprimer les choses et qui lui donne des outils pour affronter des situations est utile à ça, y compris pour un grand patron. Oui, puis il y a tout un tas d'exemples. Léon Marchand qui se fait coacher. Enfin, tous les grands sportifs maintenant ont des coachs. Ça existait déjà, tu vois, je m'en rappelle. Ouais. Pour les pattes, c'est arrivé dans le monde de l'entreprise, en fait. C'est ça que tu dis. Dans le monde du sport, c'est arrivé à la fin des années, enfin, à la fin du XXe siècle. On commençait à parler de coach psychologique dans les équipes de foot, dans les tennisman, etc., etc. Coach sportif au sens, coach de sportif. Mais dans le monde de l'entreprise, c'est plus récent. Et par contre, ça a une croissance forte. On voit qu'il y a vraiment... il y a vraiment une demande et une offre importante sur le sujet. Tu vois, j'ai reçu ici Éric Larchevêque ou Thibaut Elzière, qui m'ont dit tous les deux être dans une tension permanente entre l'envie d'être légendaire et le fait d'être heureux. Tu vois ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que pour réussir très fort, il faut de toute façon sacrifier cette partie de bonheur, quel que soit ce qu'on met derrière ? Ou est-ce qu'on peut être très successful, quelle que soit son entreprise, et en même temps avoir une forme d'équilibre ? Difficile à répondre. Alors moi, tu sais, je suis pas sur... L'histoire des pigeons était un peu particulière, mais globalement, mon métier, c'est un métier qu'on fait plutôt derrière les rideaux. Donc on n'a aucune raison d'être légendaire, tu vois. Investisseur. Un investisseur, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas normalement. On voit les boîtes qui sont financées par... Je fais souvent la comparaison, c'est un producteur de cinéma. Personne ne connaît les producteurs de cinéma. Les gens connaissent les acteurs, connaissent éventuellement les réalisateurs, mais pas les... Donc un VC, c'est plutôt un producteur de cinéma. Donc le besoin d'être légendaire, c'est pas un besoin heureusement que je l'ai pas, parce que je serais forcément très très déçu. Donc j'ai pas ce sujet. Non, la vraie question, c'est est-ce que tu te lèves le matin, si tu bosses beaucoup, est-ce que tu te lèves le matin en étant heureux d'aller bosser? Et à cette réponse, à cette question, je réponds oui, moi. Voilà, donc je fais un métier qui est passionnant et mais tu n'as pas observé ça chez les autres, en tout cas chez les entrepreneurs que tu côtoies, les meilleurs entrepreneurs en particulier?
après, tu sais, la façon dont les gens pensent que les entrepreneurs sont similaires, oui, ils ont des enjeux qui se ressemblent, parce que être patron d'une entreprise, notamment d'une scale-up, c'est une situation très particulière. Mais alors franchement, moi je connais autant quasiment de scale-up que de types d'entrepreneurs. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont très intérieurs, des gens qui sont très extérieurs, des gens qui sont très agressifs, des gens qui sont très cool, des gens... Enfin, il y a de tout. Donc, et heureusement qu'il y a de tout. Et on peut réussir en étant un peu tout ce que je viens de dire, quoi. Donc je ne crois pas qu'il y ait d'archétype de l'entrepreneur. En tout cas, Dans la personnalité, tu veux dire, par ouais, exemple. dans la personnalité, dans le comportement, et ça. Je ne crois pas qu'il y a vraiment ça. Après, ce qui est important, c'est quand justement tu as telle caractéristique de t'entourer de gens qui vont compléter les faiblesses que tu peux avoir ou les points ou les angles morts que tu peux avoir, ou qui vont contrebalancer éventuellement un excès d'autorité ou un excès d'impatience, etc. Il faut, voilà, mais tous les entrepreneurs ne sont pas tous pareils. Et moi, la question que tu poses, je la poserai autrement. Est-ce qu'un entrepreneur, il est heureux de faire ce qu'il fait? S'il n'est pas heureux, il faut qu'il arrête. Oui, mais en fait, tu vois, je prends un point précis qui est la différence entre l'opposition entre l'obsession et le bonheur. Tu vois, on a tous en tête cette image d'Elon Musk auquel se réfère d'ailleurs, à mon avis, bêtement, tout un tas d'entrepreneurs, de jeunes chefs d'entreprise qui voient comme un modèle de réussite et de succès, alors que déjà, il est très particulier je pense qu'il est autiste, tu vois, donc il a déjà une particularité psychique qui est différente dans la plupart des gens. Et en plus, il a une capacité intellectuelle qui probablement dépasse largement la moyenne des gens et une capacité d'obsession qui dépasse là aussi très largement la moyenne des gens. Mais du coup, tu vois, Elon Musk, il traduit bien le fait que si tu veux réussir très fort, il faut être obsédé. Et le fait d'être obsédé, ça conduit plutôt au malheur. Lui-même dit que, dans une interview, il dit le jour où je partirai, le jour où je vais mourir, ce sera une forme de soulagement, tu vois, parce qu'il est complètement dans sa tête terrible. Et donc, ce que tu me dis là, c'est intéressant, c'est qu'en fait, tu peux aussi, et sans copier la réussite de Elon Musk, tu peux déjà réussir une boîte qui a plusieurs dizaines, voire centaines de salariés, qui fait des millions, voire des centaines de millions de chiffres d'affaires, et être quelqu'un d'équilibré, qui a une vie de famille, un calme, qui est cool, etc. C'est ça que tu sembles dire, en fait. Je pense qu'il y a le côté obsessif est peut-être nécessaire dans certains plays au début parce que tu fais exister un truc totalement improbable. Et donc, si tu n'es pas obsessif... Moi, je me rappelle de Mazzella en 2009. Donc Frédéric Metzela, Ouais. le fondateur de BlaBlaCar, ouais. Il était obsédé par le covoiturage, il dormait, il vivait, il respirait covoiturage. Tout le monde pensait que c'était un micro-truc et que c'était l'autostop électronique, quoi, pour simplifier, et que jamais ça dépasserait le cadre de quelques dizaines de milliers d'étudiants ou babacool qui, avec un sac sur le dos, allaient traverser la France. Et lui, il avait la conviction très très forte que ça pouvait être beaucoup plus gros. Et la preuve, aujourd'hui, il doit y avoir 20 millions de Français qui ont utilisé Blablacar, ou peut-être même plus. Et il doit y avoir chaque année 10 à 15 millions de Français qui l'utilisent au moins une fois, donc c'est beaucoup. Et il était effectivement un peu obsessif. Parce qu'il fallait, pour être convaincant, il fallait qu'il soit... il a mis beaucoup de temps à convaincre des gens d'investir dans son business. Il a mis beaucoup de temps à faire que les chiffres qu'il avait n'étaient pas des chiffres ridicules. Et donc, s'il n'avait pas été obsessif, peut-être que Blablacar n'aurait jamais existé, tout simplement. Stop, un instant dans votre épisode. J'accompagne des dizaines d'entrepreneurs qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pourtant, je n'ai ni monté de licorne, ni payé une formation à 25 000 euros chez HEC. Mes clients, des entrepreneurs bootstrap à partir de 500 000 euros de CA, ne me payent pas pour ça. Ils me payent parce que je sais par cœur ce qui les empêche de dormir la nuit, ce qui les réveille à 4 heures du matin. Le sentiment de ne pas être à la hauteur, la décision qu'ils repoussent depuis des mois, la solitude que personne ne comprend. Pour ma part, ça fait 12 ans que je suis dans cet écosystème. J'ai côtoyé les meilleurs CEO dans l'intime via mon club d'entrepreneurs, du recrutement, du coaching individuel, collectif et via ce média. Surtout, mes clients valorisent le fait que mon accompagnement soit inconfortable. Une cliente a réalisé qu'elle était mal entourée, a changé son comex et enfin réussi son pivot business. Un autre a finalement décidé de ne pas lever des fonds dans de mauvaises conditions. Enfin, un dernier a osé affronter son père intrusif et pris enfin sa casquette de CEO. Donc si vous avez un sujet qui vous bloque en ce moment, pinguez-moi, je serais ravi qu'on puisse en discuter. À très bientôt. Donc il y a un moment, une phase d'obsession un peu nécessaire et qui va donner une forme de contagion de la conviction ou de l'intuition. Est-ce que tu peux être obsessif tous les jours que Dieu fait, etc. Si tu t'appelles pas Elon Musk, moi je souhaite à personne d'être obsessif tous les jours que Dieu fait pendant des dizaines d'années, quoi. C'est clair. Et puis je pense que la phrase de conclusion que les gens oublient, c'est que
je pense que tous les gens qui ont créé des gros succès business ont tous une forme d'obsession, ont tous eu une forme d'obsession. La réciproque n'est pas vraie. C'est pas parce que tu es obsédé que tu vas réussir. Et donc, autant Oui, puis parier dans aussi le temps, sur d'autres choses. les Quoi. obsessions peuvent changer aussi. Tu peux avoir tu peux être obsédé à un moment donné, tu as une obsession sur un projet. Et puis, surtout dans notre secteur, dans notre monde, les gens font pas des business qui durent toute leur vie. Donc, ils vont être obsessifs sur un sujet, peut-être sur leur première entreprise, peut-être sur leur deuxième. Et sur la troisième, ils vont le vivre de façon très différente, plus détachée, mais peut-être qu'ils vont très bien réussir aussi parce qu'ils ont l'expérience, parce qu'ils ont la sérénité. Donc, les ingrédients pour réussir, ils sont multiples et il n'y a pas de playbook. Les gens qui pensent que réussir, ça licorne, ça s'apprend dans les livres, sont d'une naïveté crasse. Ce sont les recettes du succès de manière générale. Si on la connaissait, je pense qu'on serait tous là-haut au sommet. En revanche, non, en fait, personne n'y serait. Ou personne n'y serait parce ouais, tout le qu'on monde serait tous serait, médianisés. Ouais. En revanche, selon toi, après on parlera de pourquoi les entrepreneurs sont en colère aujourd'hui, juste après, donc restez au micro pour aussi avoir ta vision de ce qui se passe dans l'écosystème aujourd'hui. Mais là, vu qu'on est rentré dans ce sujet, ça m'intéresse de savoir, selon toi, quels sont les secrets pour échouer. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu remarques comme très commun qui font que les boîtes plantent ou que les entrepreneurs se plantent? Le point clé de l'entrepreneuriat, c'est que tu mets une énergie extrêmement folle, pour notamment quand on parle de start-up, hein, une chose que tu démarres de zéro. Tu mets une très très grande énergie et pour autant, il faut garder une forme de lucidité. Et cette lucidité, tu peux la garder si tu es toujours capable d'écouter les autres. Alors les autres, ça peut être tes investisseurs, ça peut être tes employés, ça peut peut-être être ton épouse. Je ne sais pas qui sont les autres, mais en tout cas, si tu n'écoutes plus les autres, il y a un problème. Et si tu t'entêtes dans quelque chose où tu deviens peut-être d'ailleurs obsessif, mais obsessif de façon presque maladive, tu vois, où tu veux absolument avoir raison contre tout. Alors que peut-être un pivot léger te permettrait de sortir de l'ornière dans laquelle tu es. Non, tu veux avoir raison sur ce que tu disais 3 ans avant, etc. Et là, c'est une belle recette pour l'échec. Et donc, les entrepreneurs têtus qui perdent la lucidité tellement ils sont têtus et qui n'écoutent pas. Quand je dis écouter les autres, ça ne veut pas dire que ce que dit mon investisseur est vrai. C'est juste, il dit quelque chose, c'est assez différent de ce que je pense. Il y a peut-être une raison pour laquelle il le dit, et moi, entrepreneur, je vais ingurgiter ça, et ce que je pense va peut-être changer parce que quelqu'un a dit autre chose. Ça ne veut pas dire que je vais adhérer à son avis. Parce qu'un entrepreneur béni oui, ça ne marche pas non plus. Hein. Mais toi, cette logique de ne pas s'entêter et garder une forme de lucidité, c'est... Enfin, en tout cas, s'entêter et perdre la lucidité, c'est une très très bonne recette pour l'échec. En tout cas, c'est sûr que c'est une recette partagée. Mais si tu disais la raison numéro 1, avant que je te biaise, qu'effectivement, j'ai l'impression que les statistiques sont un peu... Qu'est-ce que tu dirais qui est la raison numéro 1, le facteur numéro 1 d'échec des startups? Alors, il n'y a pas de raison numéro 1 parce qu'il y a des types de startups qui sont très très différentes. Si tu es... truc que j'aime pas trop, mais si tu es la énième startup qui fait du quick commerce et que tu es moins financé que tes 12 concurrents qui vont faire du quick commerce, il est probable que tu vas mourir avant eux, parce que tu es moins financé qu'eux. Mais ils vont aussi tous mourir quasiment après. Mais c'est pas en tout cas, dans l'océan rouge, les raisons pour lesquelles tu meurs, c'est que tout simplement, c'est des marchés qui ne permettent pas l'émergence de N acteurs. Ça permet éventuellement l'émergence de 1 ou 2 winners. Et si tu n'es pas dans ces 1 ou 2, tu meurs. Ça, c'est dans les moments de bulle que tu vois ça. Parce que dans les moments de bulle, tu vois, y a TechCrunch qui publie un truc, et puis tu as 100 mecs sur Terre qui veulent lancer la même boîte que celle qui a levé une série A de 25 millions de dollars aux US. Et puis, la centaine de boîtes, évidemment, elles ne vont pas toutes réussir. Bon. Et après, comme dit Warren Buffett, c'est quand la mer se retire qu'on voit les gens qui se baignaient tout nus. Voilà, absolument. Donc ça, c'est une cause d'échec qui est, en fait, le côté moutonnier de l'entrepreneur, ou le côté tellement opportuniste, totalement opportuniste, c'est-à-dire il n'a rien dans les tripes, voilà, il voit une opportunité business, on lui a dit qu'il y avait un truc. Alors, en même temps, des gens quelquefois saisissent des opportunités et ça se passe bien. Hein. Et puis donc ça c'est une clause d'échec, mais c'est sur une opportunité qui est collectivement connue, identifiée. Après, le cause d'échec qui est plus triste, je dirais en fait quand le mec se plante là-dessus, c'est bien mérité, tu vois, d'une certaine façon. Pourquoi il n'a pas amené ça de sauce, pourquoi il n'a pas trouvé un twist particulier, pourquoi il a... Bon, c'est un peu... par contre, le truc qui est plus triste, c'est le gars qui a quelque chose, il y a des ingrédients,
Mais il n'arrive pas à le mettre en musique parce qu'il est un peu avant le marché, parce qu'il n'exprime pas forcément très très bien son intuition, elle ne se convertit pas en quelque chose de suffisamment concret, etc. Et puis, d'ailleurs, quelquefois, très souvent, chez ces gens-là, ils te racontent, mais en fait, vous savez, 4 ans après, il y a telle boîte qui est sortie, et en fait, c'est exactement la boîte que je voulais faire, mais c'était 4 ans après, et puis en fait, les mecs, ils ont trouvé le truc, et puis ils ont réussi. Et donc ça, c'est plus triste, mais ça arrive assez souvent, du gars qui a les ingrédients, mais il ne sait pas s'il veut faire une pizza, une salade ou un gâteau. Et puis personne ne le suit parce que quand on te dit je vais faire un manger avec tel ingrédient, on dit ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis finalement il s'épuise et puis il laisse tomber. Et puis en fait, 3 ans plus tard, avec les mêmes ingrédients, il y a un mec qui fait une super pizza qui est un blockbuster. Bon. Tu connais des gens comme ça qui, selon toi, avaient beaucoup de talent et qui ont quand même échoué? Des gens qui avaient. Alors en France, on a eu une race d'entrepreneurs qui ont échoué très souvent dans des logiques alors, avec les défauts de l'ingénieur. C'est-à-dire des gens très brillants du point de vue intellectuel, enfin en tout cas du point de vue mathématique, informatique, ce que tu veux, capables de faire des produits qui étaient assez puissants intellectuellement, puissants techniquement, et pour autant incapables de les marketer. Tu penses à des boîtes, par exemple? Je n'ai pas d'exemple trop... Enfin, là, j'ai pas d'exemple qui me vient tout de suite. Là, si je cherchais bien, je trouverais sans doute. Mais tu vois, la force des Américains, c'est très souvent de prendre ces visions d'ingénieurs, puis à un moment donné, d'en faire un marketing très limpide, qui parle au client, qui l'implique, qui est d'ailleurs même quelquefois simpliste. Mais c'est tellement simple que finalement, il fonctionne. Et ça, l'ingénieur français est mauvais là-dedans, enfin historiquement. Et donc, on a eu toute une génération d'éditeurs de logiciels, enfin de gens qui ont lancé des boîtes de logiciels en France, qu'on fait. Mais je vais prendre un exemple, tiens, j'en ai un. Il y a une boîte qui est alors elle est très vieille, hein, mais c'est intéressant. Une boîte comme Ilog, je ne sais pas si tu as entendu parler d'Ilog. Ilog? Ilog, Non. I-L-O-G. C'est du B2B, j'imagine. Ilog, c'était des outils de dev, faits par des ingénieurs français. Alors, il y avait des outils du UX pour faire des UX graphiques. Et il y avait aussi un truc qui s'appelait Ilog Rules. Et Ilog Rules, c'était un truc très malin pour faire des développements à base de règles. Bon. Quelque part, tu vois, si on regarde, c'est un peu ancêtre de l'IA, ou en tout cas, il y avait des choses qui auraient pu... Ce produit a été acheté par IBM, qu'on n'a jamais fait grand-chose. Enfin, la boîte a été achetée par IBM, je ne sais plus comment là. Mais c'était typiquement un produit qui pouvait être utilisé à tellement de choses que personne ne savait vraiment quand s'en servir, tu vois. Alors, je suis persuadé qu'un marketing très américain aurait dit Lock Rules, c'est fait pour le trader, pour sa décision, je vends, j'achète des titres. Bah, peut-être que ça aurait été un carton et ça aurait été une boîte qui aurait fait des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires à Wall Street. Dans toutes les... Tu vois, je prends cet exemple, je ne sais pas si ce que je dis est juste. Et donc c'est le problème de l'ingénieur français qui est très intelligent, d'avoir une vision produit générique. Mais qui en fait, c'est pas le vendre, quoi. C'est un produit générique qui cherche son problème à résoudre, plutôt qu'un produit logiciel qui résout un problème qui existe et que les gens ont vu. Alors quelquefois d'ailleurs, la gestation d'un produit, c'est les deux. C'est-à-dire que tu trouves quelque chose, puis après tu finis par promouvoir un usage qui n'existait pas, que sans le produit tu ne pouvais pas faire, mais le problème que tu résous, il existait. Ben voilà. Donc, Et tu vois, tu connais des entrepreneurs multimillionnaires qui ont vraiment réussi très fort, comme effectivement on a parlé Frédéric Mazzella ou Pierre Kosciusko-Morizet ou le fondateur de Malte. Qu'est-ce qu'ils ont de différent selon toi par rapport à l'entrepreneur qui fait une start-up qui va jamais décoller ou qui va être dans les statistiques classiques, c'est-à-dire en gros dans les 8 qui vont soit mourir, soit végéter pendant quelques années, tu vois? Alors d'abord, ils sont très différents entre eux, donc c'est difficile. Quand tu prends Vincent, Fred ou Pierre, c'est pas les mêmes personnalités du tout, donc c'est difficile de dire ce que tous les autres ont comme différent. Non, ce qui est certain, c'est qu'il y a une chose qu'on oublie souvent dans la réussite des entrepreneurs et qui est assez important. Alors c'est un peu, alors je vais dire ça, c'est pas forcément flatteur pour les entrepreneurs, mais en même temps, avoir ce sens-là, ça compte. Le timing a beaucoup d'influence. Tu vois, je prends l'exemple de Price Minister. Le Price Minister se lance au moment où eBay est à son fait, si je puis dire, mais où eBay n'a pas une image de plateforme qui crée de la confiance. Il y a des fraudes, il y a des mecs qui ne payent pas, il y a des produits qui ne sont pas livrés, etc. Et il prend l'angle achat-vente garantie.
Et bon, et ça se passe super bien, il fait une très jolie histoire, on vend à Rakuten, etc. Mais après, quand tu regardes les choses, Amazon a lancé sa marketplace qui est devenue très grosse, Le Bon Coin a fait beaucoup de C2C, etc. Est-ce que Price Minister aurait pu, dans son modèle initial, durer au-delà de 2015 ou machin? Probablement que. Alors, Rakuten, de toute façon, l'a ramené vers du B2B2C et l'a éloigné du C2C, donc on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, on voit bien que le timing avait beaucoup d'importance. Mais tu vois, je vais prendre l'exemple de Vincent, le patron de Malte. Il vient du web, c'est un mec du web, et son business, c'est un business B2B. Alors, B2B, ça veut dire C'est-à-dire quoi? qu'en fait, ses clients, c'est des grandes entreprises aujourd'hui. Malte, D'accord. l'essentiel, pas l'essentiel, mais une grosse partie du chiffre d'affaires est fait par les gens du. Et en gros, son business, ça consiste à mettre sur le web quelque chose qui aujourd'hui se fait par téléphone, par email, qui se faisait par fax avant, qui est de staffer des équipes projets, de machin, et de l'amener sur le web. S'il venait de ce monde B2B, il n'aurait pas la force pour transformer l'usage de ses clients. Et donc, en fait, dans la réussite, il y a une forme, moi j'aime bien, j'appelle ça le twist. C'est-à-dire que tu réussis non pas pour faire quelque chose qui est complètement prévisible, tu réussis pour faire quelque chose sur lequel tu mélanges des ingrédients qui ne sont pas forcément obvious. Est-ce que faire une plateforme de freelancing... Les gens qui ont fait du freelancing en même temps que Malte, qui l'ont fait dans un modèle B2B classique, c'est-à-dire le client m'envoie un mail, je voudrais un freelancer qui fait ci, qui fait ça, puis je staff, etc. Ils sont beaucoup plus petits que Malte aujourd'hui. Ils ont des jolis business. Il y en a qui marchent très bien, le hibou marche très bien, etc. Mais c'est des petits business par rapport à ce qu'est Malte. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas le même ADN. Ils ont répondu au même problème, mais de façon très différente. Et le fait que Vincent vienne du web fait qu'il a conçu Malte comme un produit web, comme une marketplace web. D'ailleurs, souvent, il disait « je suis le Airbnb du freelancing ». Jamais le hibou va dire « je suis le Airbnb du freelancing », tu vois. Et donc voilà, je pense que dans l'adéquation qu'il y a entre un fondateur et un projet, il y a un mélange qu'il faut trouver et qui doit être bien dosé entre une forme de légitimité, c'est-à-dire je m'attaque à un sujet que je connais. Tu vois, si je prenais des gamins qui sortaient de grandes écoles et qui me disent je vais faire une marketplace dans la chimie lourde et qu'ils ont mis les pieds dans la chimie lourde, je dis bon, vous êtes sûr que vous voulez faire la chimie lourde, vous êtes un peu loin de ce business pour être légitime. Donc il faut une forme de légitimité. Et en même temps, il faut une forme de décalage pour apporter vraiment quelque chose. Parce que si tu fais juste un same player shoot again, tu vois, en général, c'est moins puissant. Ça me fait une bonne transition pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est, comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai monté pendant 5 ans un club d'entrepreneurs, un club de dirigeants d'entreprise qui s'appelait le club Bootstrap. Donc, Bootstrap, pour les gens qui nous écoutent, qui savent pas ce que ça veut dire, ça parle de l'amorçage de la boîte et le fait notamment de se financer sur ses fonds propres et donc de ne pas utiliser d'investisseurs extérieurs et en particulier de VC, qui est ton métier. Et donc d'ailleurs pendant 5 ans j'ai un peu tapé sur les VC parce que ça servait mon propos déjà, et puis parce que aussi je pense que la thèse était de dire la levée de fonds c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique, et qu'on peut réussir tout un tas de business sans injecter massivement de l'argent. Je pense que ce sur quoi tu seras évidemment d'accord, mais que parfois aussi l'investissement lié à des VC, en particulier des mauvais VC, je pense qu'on fera peut-être la distinction entre ce que c'est un bon et un mauvais VC, c'est comme les chasseurs, a tendance à pressuriser évidemment le fondateur, les équipes, aussi à on va dire standardiser le business, alors que parfois il y a des entrepreneurs qui vont avoir une vision du monde tellement particulière que pour la continuer. Et alors, tu peux peut-être trouver le bon VC qui comprend la vision, mais il y en a aussi pas mal qui vont juste pas, qui vont lui faire perdre le contrôle et qui vont empêcher de faire ce qu'il voudrait vraiment faire. Et je pense à des réussites comme évidemment Lucas, la boîte Lucas qui pendant quasiment 20 ans n'a pas levé de fonds. Gilles Sadger, aujourd'hui, qui doit faire 60 ou 70 millions d'ARR, donc de chiffre d'affaires. Ou Wilfried Granier de Superprof qui n'a jamais levé 1 euro, tu vois, alors qu'il a un modèle sur Internet pour trouver un prof qui pourrait tout à fait correspondre à des critères de VC. Donc moi, c'était ça les aventures qui m'intéressaient, parce que j'ai remarqué, en accompagnant aussi beaucoup d'entrepreneurs qui avaient des fonds, que je sais pas, il y avait une forme de liberté, d'originalité dans les modèles qui me touchait plus que, tu vois, un peu la boîte classique qui rentrait dans le moule et qui sort tout le buzzword de startup. Donc, selon toi, déjà, est-ce que c'est quoi la bonne raison de lever des fonds? C'est quoi la mauvaise raison de lever des fonds? Si on part déjà d'un truc très simple. Bon. D'abord, moi, j'ai toujours placé la capital efficiency comme
un critère d'alignement entre les VC et les entrepreneurs. Parce qu'effectivement, si tu fais un business qui a besoin de capitaux comme de cocaïne et qui doit enchaîner les tours de table, qui dilue les fondateurs avec une pile de preuves qui augmente de façon considérable, par nature, l'alignement d'actionnaires entre le fondateur et le VC, il est minimal. Alors que si tu fais un business qui est très efficace dans son utilisation du capital, au bout du bout, tu te retrouves avec un business, avec une opération où tout le monde gagne bien, puisque en fait, les entrepreneurs ne sont pas trop dilués parce qu'il n'y a pas eu trop de levée de fonds. La valeur de la boîte, elle a été créée avec moins de capital. Donc moi, je suis un fan de la capital efficiency. Et en 2021, je passais pour un vieux con. Je disais, quand je voyais les tours de table, on comptait les licornes qui avaient fait machin, et je disais, attention, j'avais écrit en 2019 un papier justement sur Warren Buffett en disant, est-ce que la French Tech a un maillot de bain? Je dis, attention, ce qui compte, c'est le retour de cash to cash, c'est combien un euro de capital crée de valeur. C'est ça qui compte. C'est pas juste la top line avec une bottom line qui est dramatique. Donc d'abord, j'ai cette conviction-là. Ensuite, quand tu prends nos offres chez Isaïe, aujourd'hui, on fait de l'amorçage, on fait du pré-série A, donc amorçage, post-amorçage, comme on dit. Ça veut dire en gros, c'est le ticket moyen. C'est le premier VC. Soit on rentre en amorçage et on met 100K à 500K, soit on rentre en post-amorçage pré-série A, on met 1 à 3 millions. D'accord. Voilà, en gros. Et donc ça, notre thèse étant premier VC. Mais tu peux te poser la question à tous les entrepreneurs qu'on a backés avec cette thèse-là. À chaque fois, Capital Efficiency, ils l'ont entendu. Hein. Et je me rappelle, tu vois, de discussions avec Fred et Francis sur Blablacar, en disant, c'est pas Blablacar à l'époque, ça s'appelait covoiturage.fr. Et est-ce qu'on laisse rentrer Axel dans le capital? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'on est bien d'accord, c'est ça qu'on veut faire? On s'est vraiment posé la question. Je me rappelle très bien du meeting. Parce que Axel est réputé pour être agressif, c'est un gros VC anglo-saxon qui fait des gros chèques, qui a envie de monter des boîtes. Et on était un tout petit business de covoiturage en France. Donc, tu vois, à un moment donné, est-ce que l'ambition qu'on leur a vendue, est-ce qu'on a envie de se mettre sous cette pression-là, de la délivrer absolument, dans un délai rapide, etc. Bon. Et donc, et ensuite, on a créé chez Isaïe des produits de type tech private equity, donc où on fait des opérations de buy-out ou de cap dev. Donc là, on est dans le monde des boîtes profitables. Là, on a aussi lancé des produits de flex equity, de dette obligataire, dont je pourrais reparler si tu veux, pour faire du sponsorless, des choses comme ça, qui sont des produits qui s'adaptent très très bien aux acteurs bootstrap. D'ailleurs, dans les buy-out qu'on a fait, beaucoup des boîtes sur lesquelles on a fait des buy-out étaient des boîtes qui étaient bootstrap en fait. Là, récemment, on a annoncé Fleet, qui est une boîte qui a été bootstrap. Fleet, oui, la location d'ordinateur, bien sûr. Gestion de parc informatique. C'est une boîte bootstrap. D'ailleurs, Berish était très fier d'expliquer qu'il n'avait pas levé d'argent, etc. Et nous, on est très fiers de backer une boîte comme ça, tu vois. Donc franchement, je fais partie des VC qui ont vraiment cette sensibilité capital efficiency, etc. Après, c'est vrai que si tu fais de la deep tech, que tu investis dans des trucs sur lesquels la faisabilité technique nécessite des efforts R&D importants. Alors, je vais pousser à l'extrême la biotech. Biotech sans VC, ça n'existe pas. Ou alors, c'est du labo interne de grandes boîtes pharma. Mais ça ne peut pas exister sans VC. En bootstrap, pas bootstrapper une boîte biotech, tu vois. J'ai vu des modèles bootstrap, tu vois, je pense à un copain qui avait une boîte électronique de pointe entre Lannion et Paris, qui a vécu quasiment 10 ans sur des subventions et qui a fini par vendre 65 millions à BB Group. Ouais, ça fait partie de et Thibaut Elgir m'a dit, mais oui, mais s'il avait levé des fonds, peut-être qu'il aurait été vendu 650 et pas 65 millions. Écoute, subvention ou VC, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est de l'argent, du capital quand même qui est brûlé. Oui, tu as raison. Si tu prenais la vraie définition de bootstrap, c'est... Alors moi, j'ai vu des boîtes... des boîtes qui ont par contre fait un business alimentaire à côté d'un business créateur de valeur à long terme et qui ont financé le business créateur de valeur à long terme avec du service. Ah oui, des boîtes, des agences qui ont financé des startups, ça c'est vrai. J'en ai rencontré. Des business avec un modèle service ou un modèle agence ou un modèle ESN qui ont finalement fait émerger des produits qu'ils ont financés avec les bénéfices de business service. Ouais. Donc ça existe. Donc voilà. Donc, c'était quoi ta question? Ta question, c'est quand est-ce qu'il faut un VC? Il faut un VC quand l'effort de R&D ou l'effort de go-to-market ne peut pas être
ne peut pas être autofinancé si c'est de la R&D ou serait beaucoup trop long si c'est de la go-to-market. Donc le VC sert à ça. Aujourd'hui, tu remarques que le VC est en train de mettre de l'argent dans des trucs comme OpenAI, Mistral, Anthropic, enfin tout ce que tu veux. Les VC financent des CAPEX. C'est des CAPEX, là, parce que la partie apprentissage, c'est des CAPEX. Est-ce que c'est le métier des VC de faire ça? C'est une vraie inconnue. Pour moi, le VC, son argent, il va servir à faire de la R&D initiale pour arriver à un produit vendable et éventuellement permettre à le 0 to 1 en go-to-market. Ça, c'est vraiment le côté décisif de l'argent VC qui est impossible à faire en bootstrap. Je comprends. Ou alors, ça prend un temps infini. En tout cas, les statistiques que tu as toi-même citées, il y a ce qu'on appelle la licorne, c'est-à-dire la boîte qui est valorisée plus d'1 milliard d'euros ou de dollars. Et c'est 2% des boîtes, je crois. Et puis celle qui fait en exit, ça doit être 5%. Alors, je crois, en tout cas, la statistique, c'était peut-être même sur Y Combinator, donc le gros incubateur américain. C'est extrêmement faible. Pourtant, c'est un rêve qu'on vend à toute une génération d'entrepreneurs. Il y a cette espèce de confusion qui est il faut, surtout sur LinkedIn, je pense que ça énerve pas mal d'entrepreneurs qui ont des boîtes en province, des régions, des agences, peut-être des boîtes plus traditionnelles carrément, et qui voient l'impression que la seule entreprise qui vaille, c'est la recherche de la licorne. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Est-ce que c'est une connerie? Est-ce que c'est une erreur? Ceux qui sont frustrés ou ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, ceux qui ne sont pas d'accord avec ça ont raison. C'est-à-dire que le play VC, c'est un play d'exception. C'est pas la règle. D'ailleurs, si tu prends ramener aux entreprises créées, le nombre d'entreprises financées par des VC, tu vas arriver à un pourcentage qui doit être en dessous de 0,1% par rapport à toutes les boîtes créées. Et globalement, le défaut du VC, et c'est ça sur lequel nous on travaille beaucoup avec les entrepreneurs, c'est le fait de penser qu'il n'y a plus d'optionnalité. C'est-à-dire, je m'explique. Quand tu montes ta boîte, est-ce que tu sais si tu veux faire une petite, une moyenne, une grosse, une très grosse, une immense boîte? Peut-être que tu as plus ou moins d'ambition, mais en tout cas, ça serait extrêmement prétentieux de dire « je veux faire une immense boîte ». Ou en tout cas, je suis sûr que je vais faire une immense boîte. C'est très prétentieux. Et ceux qui te financent au tout début, ils ne peuvent pas non plus savoir si tu vas faire une immense boîte ou une grosse boîte ou une moyenne boîte, etc. Donc la question, c'est comment tu maintiens une forme d'optionnalité. Est-ce que tu te dis, je peux finir en PME, qui va faire un petit buy-out ou qui va être acheté par un industriel, ou je vais finir en ETI, qui va aller faire peut-être une IPO, ou je vais finir en grand groupe mondial. Bon, personne n'en sait rien. Quand tu lances un business en année 1, tu n'en sais strictement rien. Le défaut potentiel du VC, c'est l'entrepreneur et l'investisseur qui enlèvent toute option et qui disent le seul truc qui est intéressant, c'est de faire une IPO à 10 milliards. Bon, si tu te dis ça très tôt dans la vie d'une boîte, les chances que tu n'y arrives pas sont élevées. Et même les chances que tu y arrives sont très très faibles. D'accord ? Donc c'est là qu'il faut... Et donc c'est pour ça que moi j'aime bien l'idée, et on a approuvé nous très souvent chez Isaïe, de dire on démarre un business et on est très franc avec les entrepreneurs. On dit on fait un petit série A ou un pré-série A. Est-ce qu'il y aura un série B ? Peut-être pas. Peut-être qu'il n'en faudra pas. Peut-être que le meilleur trajectoire possible, ça sera une croissance un peu plus faible, mais autofinancée, et avec une sortie type private equity, plutôt que d'aller sur une série B, avec une valo très spéculative, avec un investisseur qui sera dans la cap table, qui voudra une valo de sortie très élevée, qui deviendra inatteignable, avec un désalignement d'intérêts qui sera très fort, etc. Donc voilà. Et c'est vrai que la génération des VC qui sont rentrés dans le métier après 2010, et ceux jusqu'à 2021, ils ont connu qu'un espèce de flux haussier. Ils n'ont pas connu la bulle Internet. Il y avait la cupidité et le fait que tout le monde voulait transformer. Mais, parce que moi, j'ai un pote Clini, peut-être tu connais, boîte de nettoyage, qui a levé des fonds. Une boîte de service vieille comme le monde. Il y en a 40 000 qui parfois n'ont rien à voir avec de la tech. Et ils ont levé des fonds parce que tout le monde voulait productiser, rendre le truc sexy. Voilà, tu vois, ubériser. Voilà, exactement. Ubériser. C'est ridicule. Après, c'est aussi logique qu'il y ait des essais et des choses qui marchent, qui ne marchent pas. On parlait de quick commerce. Est-ce que j'ai besoin d'avoir du dentifrice qui m'est livré dans le quart d'heure ou des cacahuètes dans le quart d'heure? La réponse est non. Donc pourquoi est-ce que le quick commerce n'a pas marché? Parce qu'il n'y a pas de besoin. Le besoin de se faire livrer des cacahuètes. Je sais pas, la belle vie a quand même marché. Non, mais c'est pas du quick commerce. Ah ouais, tu trouves ça différent? Il n'est pas parti du quick commerce. Il est parti d'une
c'est du e-commerce, mais c'est pas du quick commerce au sens Comme Gorillaz, le mec qui va juste acheter dans un magasin et te livrer un qui te truc. ramène ton tube de dentifrice ou ta boîte de cacahuètes ou ta bière. Donc, en plus, tu vas pas le faire tous les jours. Enfin, tu vois bien que. Heureusement d'ailleurs, parce que franchement, c'est pas ce que ça dit de l'humanité, le fait de. Franchement. Je me rappelle d'avoir vu un tweet, je sais plus si c'était 2021 ou 2022, il dit. Cette année, c'était un confrère VC américain qui avait dit cette année, 17 milliards vont être investis dans les VC pour passer de 15 minutes à 12 minutes. Tu vois, ridicule. Truc absurde. Bon, bref, je ne sais plus où j'en étais. Je ne sais plus où j'en étais. On parlait d'investissement en VC, bootstrap. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que cette notion de progressivité, elle est très importante et cette notion d'alignement entre entrepreneurs et investisseurs est très important. Et la jeune génération de VC qui maintenant a appris de l'expérience et puis a vécu 2022 où le marché s'est retourné, etc., n'avait pas conscience de ça. Comme les entrepreneurs n'étaient pas censés être conscients plus que les VC, tu avais une espèce d'innocence collective qui était de dire, les arbres montent jusqu'au ciel, ce qui compte c'est la top line, ce qui compte c'est combien de montant qu'on lève, etc. Et il n'y avait pas cette lucidité. Le mot lucidité est important, tu as remarqué que ça fait 2 fois que j'utilise. À la fois pour l'entrepreneur et pour le couple entrepreneur-investisseur. Être lucide, c'est important. Et je pense que cette lucidité, elle est en train de venir. Et elle fera que les entrepreneurs qui ont fail dans cette période-là, la prochaine boîte, ils seront beaucoup plus lucides et ils seront sans doute plus successful. On va parler juste après est-ce que tu penses qu'on est dans une bulle de l'IA ou pas. Ça m'intéresse d'avoir ton avis, ça intéressera mon audience. Mais juste avant, une dernière question là-dessus, c'est pour terminer sur cette question de bootstrap, c'est que comme je défendais ce modèle d'autofinancement, en tout cas de liberté, d'indépendance, en fait, globalement de contrôle du capital par les fondateurs pour qu'ils puissent porter leur vision du monde sur le long terme, j'ai regroupé un certain nombre de témoignages d'entrepreneurs qui ont été franchement détruits par une expérience désastreuse avec des investisseurs qui ont eu des comportements vautours, tu vois, c'est-à-dire des types qui faisaient du harcèlement moral, qui ont viré des fondateurs en rentrant carrément dans les bureaux, tu vois, en leur disant voilà, maintenant vous dégagez avec un avocat, des comportements de voyous, quoi. Et j'en ai vraiment, et qui après sont muselés parce qu'évidemment il y a des contrats avec des avocats où finalement on leur donne. Hush. Comment ? On appelle ça hush. Hush. Ah oui, d'accord, ok. Chut, c'est ça. Et donc, on te donne un petit peu d'argent, même si ce ne serait pas logique dans la valorisation actuelle. Mais comme ça, tu fermes ta gueule et tu ne détruis pas notre réputation. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? C'est une réalité, ça ? C'est quelle proportion des VC ? Et comment est-ce qu'on reconnaît tu vois, quelqu'un qui se poserait la question, est-ce que je dois lever des fonds ou pas ? Comment est-ce qu'on reconnaît un bon, un mauvais VC ? Ou même investisseur, même de VC, tu vois ? Putain de question. Écoute, ce qui est certain, c'est que le côté on va changer le monde ensemble et on parle que de ça, c'est un côté on va créer le numéro 1 mondial de ça et on va changer le monde parce qu'on va exister. C'est un discours, surtout si tu es en early stage, qui est un discours purement tu vois, je sais pas comment dire, je sais pas le mot, c'est pas aspirationnel, quoi. Et si la seule aspiration c'est ça, et que la seule ambition c'est ça, et que le seul scénario envisagé c'est ça, c'est extrêmement dangereux. D'accord ? Ah oui, tu veux dire que c'est plutôt presque le contexte, en tout cas le désalignement de promesses. Moi, quand je vois un quoi. business plan de start-up early stage, le chiffre qui vise à fin d'année, je vais vérifier qu'il n'est pas en train de fumer la moquette, qu'il ne me raconte pas que pour l'instant il fait 0 et qu'au mois de décembre il fera 2 millions. Il fera 2 millions par mois. Mais le chiffre, il va faire dans 5 ans, je sais que c'est de la science-fiction. Et il me vend un business plan, il me dit voilà, dans 5 ans je ferai 100 millions. Ok, il est ambitieux. Mais est-ce que les 100 millions ont le moindre valeur ? Non, c'est dans Excel, il a fait machin, il a fait plus 100% plus 200% pendant 3 ans, puis plus 100% pendant 2 ans. À la fin, ça fait 100 millions. Très bien, mais c'est de la science-fiction. Et on se le dit. On peut discuter ensemble, dire on est d'accord, t'en as un truc à 5 ans, c'est de la science-fiction. Je me dis non, le gars il dit non, c'est pas de la science-fiction. La conversation, elle est pas bien. Mais il dit bah oui, c'est le modèle, c'est aspirationnel. Enfin, c'est pas aspirationnel, c'est directionnel. Ok ? Voilà. Et si, faut pas qu'il y ait par rapport à ça, faut pas. La lucidité, quoi. Voilà, j'avais un proverbe, c'était pas d'histoire de gitans entre gitans. D'accord ? Les entrepreneurs sont des gitans, les VC sont des gitans. On va pas se raconter des histoires.
créer une ETI, créer une scale-up, créer une licorne, c'est compliqué. Ça nécessite du talent, de la chance, de l'énergie, de l'argent, et tout ça au bon moment, etc. C'est pas simple. Et donc, il faut pas se raconter d'histoire. Et voilà. Et donc, je sais pas si je réponds bien à ta question, mais Bah, en partie, en tout cas, c'est intéressant. Il faut pas se raconter d'histoire parce que c'est aussi ça qui provoque des différences d'attente et peut-être des moi, conflits. je regarde C'est dans ça, en les gros. histoires qu'on a baquées chez Isaïe. Alors, Isaïe, on a un truc très particulier, c'est que l'argent qu'on a, on a toujours levé et qu'on lève toujours, mais sur le fond, sur le venture, ça reste encore vrai, c'est de l'argent qui vient d'entrepreneurs. Et donc, si nous, Isaïe, on faisait des crasses, comme tu parles, aux entrepreneurs, avec l'argent qui vient d'entrepreneurs, je pense qu'on aurait vite détruit notre réputation, parce qu'on ne pourrait plus lever un sou. Tu aurais tous les entrepreneurs qui disaient, vous écoutez, on vous a confié de l'argent pour financer la nouvelle génération, et vous niquez les mecs avec notre argent. Non, ça ne va plus, on arrête. Donc, évidemment qu'on est très à l'abri de faire des saloperies comme ça, et on a toujours eu une énorme... On a une énorme valeur à notre réputation et à notre comportement vis-à-vis des entrepreneurs. Donc, mais ça vient aussi de l'argent qu'on gère. Peut-être que si on gérait de l'argent de hedge fund américain, peut-être qu'on serait plus détendu sur le fait d'être des salauds. Bon, en l'occurrence, j'aurais peut-être du mal à le faire, tu vois, mais bon. Donc ça, c'est une chose. Donc on a ce truc-là. Et en plus, si tu veux réussir, les réussites, on croit toujours qu'elles sont linéaires, overnight, tu sais, Oui, le on met toute une vie à réussir du jour au lendemain. alors qu'en fait, tu prends les exemples célèbres, le plus célèbre, je crois, qui a été très très souvent décrit, c'est Airbnb. Airbnb est une superbe boîte, mais ils ont merdé, ils ont eu du mal à lever, ils ont eu du mal à démarrer, ils ont fait du gros hacking lourdingue sur Craigslist. Bon, ça a été compliqué de lancer. Si dès le départ tu pars sur si les gens qui avaient financé Airbnb au tout début s'étaient dit voilà, année 2, il faut faire 10 millions, enfin 100 millions de volume d'affaires, 25 millions de chiffre d'affaires, sinon on arrête, mais il n'y aurait pas eu de Airbnb. Donc voilà, c'est pas linéaire le succès. Moi, je me rappelle, dans nos belles histoires chez Isaïe, on a été les actionnaires historiques de Plateforme.sh, qui doit faire partie du Next 40 ou du FT 120, je sais pas, enfin, en tout cas, fait partie des belles boîtes aujourd'hui de la Fresh Tech. Franchement, à un moment donné, on a pivoté en vendant une techno qu'on avait développée à celui qui était notre principal concurrent, donc truc assez improbable, évidemment pas prévu initialement, ça a permis à la boîte de décoller. Si on a, et quelques mois avant, franchement, le board était pas très très serein. On disait, bon voilà, on a un gros concurrent, on a une techno, mais elle n'est pas prête à être vendue, qu'est-ce qu'on fait, quel est le modèle, ça. Bon, si on n'avait pas eu d'abord, si on n'avait pas été économe des moyens qu'on pouvait mettre, et si on n'avait pas été tenace, on aurait fermé la boîte. Et après, ça devient une belle histoire, etc. etc. Donc, il faut être conscient de tout ça. Et les gens qui pensent que c'est linéaire comme ça et que c'est comme dans Excel, ils ne sont pas dans la vraie vie. À l'inverse, c'est quoi peut-être ta pire erreur d'investissement ou d'investisseur? Alors, tu as des erreurs où tu te dis que intellectuellement, tu te sens bien. C'est les erreurs où tu fais un truc, mais le marché ne veut pas le refinancer. Tu vois, typiquement, ça a été le cas de pas mal de VC français. Tous les deals consumer qui ont été faits en 21-22 ont eu beaucoup de mal à se refinancer. Et à un moment donné, parce que les VC ont décidé que le consumer, ils n'en faisaient plus. Le consumer, c'est ce qu'on appelle le retail. C'est les boîtes les clients finaux sont des particuliers. Enfin, du B2C, comme on dit. Voilà. Alors, ça peut être du C2C aussi. Hein. Mais globalement, il y a plus. Et comme c'est un métier de syndication, le venture, si tu fais des boîtes que le venture veut plus financer, c'est pas un modèle où tu peux financer tout seul les boîtes. Ça dépend. Certains plaies, tu peux, parce que le chemin vers le break-even est tenable avec peu d'argent. Mais dans des cas, en l'occurrence, le cas où je pense, qui s'appelait Bibs, qui est une boîte qui a finalement été rachetée un peu à la barre, même à la barre du tribunal par Kiabi. C'était une boîte qui était un peu avec un modèle à la Vinted. Vinted, il faut une très grosse taille pour commencer à imaginer être profitable. Donc, il faut beaucoup de capital pour arriver à une profitabilité. On l'avait financé en 2021 et en 2023 ou 2024, on a dû le jeter l'éponge. Parce que plus le marché ne voulait pas la refinancer, nous, on avait bridgé une ou deux fois, on a dit, on ne peut pas. Donc, voilà. Donc ça, c'est des erreurs que tu regrettes pas sur le fond parce que tu te dis, j'ai financé une belle équipe sur un joli projet. Par contre, le marché a changé et le marché ne veut pas refinancer ça. Puis, par contre, les trucs que tu regrettes vraiment,
c'est quand tu as financé des bandits. Intéressant. Et ça, pour moi, c'est le truc le plus insupportable en tant que venture. Dis-nous en plus, ça veut dire quoi un bandit ou Bah, est-ce que tu peux citer des noms, j'imagine pas, mais tu finances un mec qui ment comme il respire, qui ne te considère pas comme un associé, il te considère comme une espèce de je sais pas comment on dit, même pas de banquier, il te considère comme une espèce de donateur et il en fait qu'à sa tête, alors qu'il peut très bien sur les frais de sa boîte se louer un appart, s'acheter des trucs ou dépenser de l'argent de la boîte à des choses qui sont pas du tout machin. Tu peux imaginer toute forme de malhonnêteté. donc toi, tu as vu des Alors, gens j'en ai pas se comporter comme ça. je l'ai pas forcément financé, mais j'en ai vu dans l'écosystème. On a eu quelques petites histoires chez Isaïe de CIO sur lesquels effectivement on pouvait remettre en doute leur intégrité. Toi, les gens qui font même l'abus de bien social, c'est un signe. Je veux dire, si tu montes une boîte avec l'idée de lever du capital, d'avoir des cofondateurs, etc., et que tu as la moindre tentation d'abus d'ABS, c'est pas possible. ABS, que le petit gars qui est garagiste dans son coin fasse passer son resto sur sa boîte pour pas payer d'impôts sur. Ok, mais tu as des associés, tu fais pas ça. Ça veut dire que tu voles tes associés, c'est quand même. Donc voilà. Et donc ça, franchement, j'ai du mal. Et j'ai développé au fil du temps une espèce de détecteur anti-bullshit, anti-crook. Et il y a certains pitchs où je vibre de partout. Et en débriefant avec mon équipe, je dis, bon, moi, jamais je mettrai un sou sur ce gars-là. Elle me dit, mais pourquoi? Il dit, ça vibre. Ah, mais moi, je suis d'accord. Moi, je fais du coaching maintenant d'entrepreneurs. Et le nombre de gars, franchement, parfois, je trouve ça, mais c'est ridicule, qui va te dire, j'ai levé, on est 8, la dernière fois, le mec m'a dit, on est 8 salariés dans l'équipe, voilà, on a signé plein de grands comptes, etc. Et quand tu creuses, en fait, ils sont 2 salariés, le reste, c'est des alternants, il a juste un peu de tout de la BPI, il lui reste 6 mois de cash, et tout va bien. Mais je lui dis, mais pourquoi? En plus, on est en train d'avoir un appel de coaching. Donc l'objectif, c'est que tu sois vulnérable, qu'on puisse parler des vrais sujets. Après, on bosse ensemble ou pas, on s'en fout. Mais pourquoi tu te mens déjà à toi-même à ce point-là? Mais c'est dingue, quoi. Il y en a un paquet quand même. Et encore, là, ce que tu décris, c'est une forme de mythomanie qui n'est pas forcément malhonnête. Tu as des gens qui sont mythomanes, mais parce que ça les protège, ça leur permet d'avancer. Et c'est pas forcément. Alors, c'est à la limite de la malhonnêteté. C'est pas intentionnel, tu veux dire? Mais ils finissent par croire ce qu'ils disent et ça leur permet de survivre ou de garder l'énergie, etc. C'est le cran d'après, c'est la malhonnêteté. Bon. Mais tu as raison, il y a des mythomanes. Et les mythomanes, s'ils ne sont pas du tout lucides et que quand tu fais un wake-up call, ils réagissent mal, c'est vaut mieux pas y aller. Tu leur dis quand tu vois que c'est un mythomane ou tu leur laisses s'enterrer, tu les revois pas? Écoute, je pense que la façon dont je le traite, c'est que je pose une question qui est un peu dérangeante. Et si le mec est complètement, purement défensif et dans le déni, bon, ben, j'enterre l'opportunité de bosser avec lui. Si le gars comprend que je suis un gitan et qu'il est un gitan aussi et que on va pas se raconter des histoires et des bobards et qu'il le montre dans sa réponse, ben on peut voir, quoi. On peut parce que comme il y a une espèce de jeu de rôle entre l'entrepreneur et le VC, on peut comprendre qu'une personne pense que le bon rôle qu'il doit jouer, c'est celui-là. Maintenant, la vraie personne qu'il est, elle doit réagir à un stimuli que tu lui envoies. Et si sa réaction, elle est humaine, intelligente, rationnelle, machin, bah, peut-être que tu peux complètement accepter le fait qu'il ait été un petit peu acteur dans les minutes qui ont précédé. Le bullshit LinkedIn. Revenons à nos moutons. Est-ce que tu penses qu'il y a une bulle de l'IA aujourd'hui malgré justement cette épuration un peu du marché qu'il y a eu, puisqu'il y a eu des centaines de milliers d'emplois supprimés dans la tech, il y a l'impression que encore aujourd'hui, dès qu'il y a un pitch avec marqué IA, tout le monde s'enflamme, il y a des boîtes qui sont surfinancées. Quand on pense au deal de Ami Labs, là où j'ai parlé avec un espèce de bébé VC qui fait des club deals pour investisseurs particuliers pour rentrer dans les boîtes comme ça. Et je te disais à Thibaut Léger, moi j'ai pas mis un rond là-dedans parce que de toute façon, quand ma grand-mère pourrait investir, ça sent pas bon. Et je suis d'accord avec lui, mais quand tu vois le truc qui est valorisé
je sais plus combien c'est, plusieurs milliards avant même d'avoir fait du chiffre d'affaires ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est complètement déconnant? Est-ce qu'il y a un fondement? On en est où selon toi? Alors, c'est une question compliquée, mais ouais, moi j'ai une histoire. Enfin, le proverbe, c'est quand tu vas à New York et que le chauffeur de taxi te demande s'il faut investir dans telle ou telle boîte, la bulle va éclater. Hein. Donc, c'est pas la grand-mère de Steve Jobs, mais c'est le chauffeur de taxi. Mais moi, j'ai une histoire. Je me rappelle à un moment donné, j'avais passé la douane à Boston et j'ai un mec de l'immigration aux États-Unis, pourtant ils sont pas très cool, hein, qui m'a posé la question, quand je lui ai dit que j'étais venture capitaliste, il m'a posé la question, est-ce que je dois investir dans telle boîte? Et la boîte, c'était drôle parce que je travaillais pour Troisier à l'époque, qui était une boîte anglaise. Et Troisier était actionnaire de la boîte où il me posait la question. Toi, le hasard absolu, quoi. Et donc, je lui ai répondu que ça me paraissait une bonne idée d'investir dans un truc. Mais quand le mec de l'immigration à Boston te dit il faut investir dans la boîte, il faut peut-être te méfier. Et d'ailleurs, la PO a été plutôt une catastrophe derrière. Bon, bref. Non, pour revenir plus sérieusement sur l'IA, tu as plusieurs choses. Et franchement, les sujets sont pas tous les mêmes. Le truc de Lequin, c'est une ambition technologique qui est de dire je vais faire la suite de GenAI, mais je ne vais pas faire GenAI 1.1, je vais faire différent. Je vais faire intelligence artificielle générale et non pas générative. Et non pas générative. Et je vais arriver à. Bon, on peut imaginer que les efforts de R&D soient colossaux. Et comme je te le disais, le VC, c'est fait pour financer des efforts de R&D. Et on peut imaginer que s'il faut avoir une équipe fondateur qui va mener cette aventure, si on ne veut pas qu'elle soit diluée et en lui donnant les moyens de faire les choses, par définition, la valo pré, elle peut être colossale. Et on peut imaginer aussi que s'ils réussissent, mais le si a une probabilité effectivement faible d'arriver, parce qu'il peut se passer tellement de choses. Mais s'ils réussissent, évidemment, la valeur qui peut être créée peut être colossale aussi. Donc cette histoire-là, elle est un peu bullesque parce que les montants dont on parle sont élevés, etc. Mais elle est quand même, à part sa taille, elle est assez logique. D'accord ? Le mec qui dit je veux faire telle chose, je veux, je sais pas quoi, permettre à tous les enfants aveugles de voir, ça mérite de mettre du pognon et ça mérite de faire un gros truc. Et puis, si ça marche, effectivement, c'est quand même cool qu'il y ait plus Parce qu'en effet, on est sur peut-être le seul gars qui a une chance de réussir le truc. Bon, et je pense que la vision de Lequin, qui est Generative AI, c'est un sujet de stats. Et on ne fera pas une intelligence artificielle consciente et vraiment puissante uniquement sur un truc qui sait bien faire des stats. Je pense qu'il a raison, d'accord, sur le fond. Donc ça, c'est une chose. Après, tu as le sujet de financement des CAPEX de OpenAI ou d'Anthropic ou de Mistral et autres pour faire de l'entraînement sur toute la base de connaissances que représente le web avec du compute, etc., etc. Avec d'ailleurs quelque chose qui me paraît intéressant, c'est quand même que le web, c'est une grosse poubelle. Donc, faire apprendre à des intelligences des choses sur quelque chose qui est une poubelle, tu as un vieux proverbe, garbage in, garbage out. Tu vois bien que tu dépenses de l'argent avec un rendement qui est quand même contestable et qui n'est pas de la R&D ni de la go-to-market. Donc, est-ce que c'est de l'argent VC bien placé? J'en sais rien. Toujours est-il que la valorisation d'OpenAI aujourd'hui, elle relève, elle n'a aucune justification. On l'avait vu. En fait, on l'a vu 1000 fois ce scénario quand même de boîtes qui lèvent des milliards et qui vont Une fois que tu as dit ça, une fois que tu dis que c'est pas les mêmes sujets déjà, le truc de Lequin et Mistral par exemple, ou le truc de Lequin et OpenAI, c'est pas le même sujet, c'est pas le même play. L'argent va pas être utilisé à la même chose. Une fois que tu as dit ça, évidemment qu'il y a une bulle. Mais dans les bulles, il sort des vainqueurs. Amazon, sans la bulle Internet, il ne serait jamais sorti. Google, ça n'aurait jamais existé sans la bulle Internet, etc. Donc, d'une bulle, il sort des choses. Il y a des winners dans une bulle. Il y a beaucoup de perdants, mais il y a des winners. Et puis, une bulle, c'est aussi représentatif, à un moment donné, d'une vision de quelque chose dont souvent les gens pensent que ça va arriver plus vite que prévu, que la réalité, mais qui arrive. Moi, j'étais en Californie à la fin du XXe siècle. Ça fait longtemps, mais j'ai vécu 97, 98, 99 en Californie. À San Francisco À San Francisco, à Palo Alto plus précisément. Tout ce qu'on disait à l'époque est arrivé. Mais ça a mis du temps avant qu'on puisse faire du streaming haute définition sur les télés des gens. Il a fallu un peu de temps.
Il y avait des gars qui le faisaient à Palo Alto dès 96, mais ils le faisaient avec un réseau qui était 1 mètre de fibre coaxiale. Là, ça pouvait le faire. Mais le faire dans le monde entier, etc., c'est une autre affaire. À l'époque, Netflix, qui était en train de naître, c'était du DVD envoyé par la poste. Le réseau le plus rapide qu'on avait trouvé à l'époque, c'était un DVD dans une enveloppe. Parce que le streaming, ça ne marchait pas, quoi. Donc voilà, mais tout est arrivé. Donc dans l'IA, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fantasme, tout ça, avec les risques et les opportunités, parce qu'il y a des choses très positives et des choses plus négatives, tout ça va arriver. Et c'est une révolution énorme. D'accord ? Ça va arriver sans doute un peu plus lentement que prévu. Et puis il va y avoir plein de gens de chercheurs d'or. Et puis il va y avoir quelques gars qui vont trouver des mines d'or. Et puis pas mal de gens qui vont gagner de l'argent en vendant des pelles et pioches aux chercheurs d'or. Donc c'est une très belle opportunité d'investissement. Nous, le fonds qu'on est en train de lever chez Isaïe, dont on a annoncé le premier closing à la fin de l'année, c'est un fonds qui sera pour, je sais pas, la moitié, les 2/3 AI First. Et c'est une très belle révolution. Par contre, il faut être encore une fois lucide sur qu'est-ce que tu finances, qu'est-ce que tu vas créer comme valeur avec ça, et quel temps tu te donnes, et quel timing d'adoption tu envisages, avec aussi des questions quand même qui ne sont pas simples. Qu'est-ce que vont faire les anthropiques de ce monde avec tout le pognon qu'ils ont, et quelles sont les parts de marché sur lesquelles ils vont s'installer comme des leaders incontestés, et puis celles où il y a de la place pour des acteurs pérennes, mais à côté. En tout cas, c'est intéressant. Ça veut dire que tous les films qu'on regarde grand public, que ce soit, tu vois, Retour vers le futur avec les voitures volantes ou Her, qui est en fait qui est ChatGPT en réalité, qui a lancé avant l'heure. Tout ça, ça va arriver. C'est juste une question de temps, quoi. Les voitures volantes, y compris probablement les humanoïdes, les iRobots, etc. Tout ça, ça va arriver. C'est juste une question de temps. Et donc, en fait, ce que les gens surestiment, c'est la puissance de l'IA aujourd'hui, mais ils sous-estiment la valeur sur le long terme, quoi. Oui. L'usage sur le long terme. En tout cas, c'est pas. Alors après, tu vois ce qui s'est passé sur Internet, c'était assez intéressant. Sur Internet, il y a eu une espèce d'énorme excitation à la fin des années 90. Il y a eu la bulle Internet qui a éclaté. Alors je ne me rappelle plus très bien si c'était le printemps 2001 ou un peu avant. Et il y a eu pendant un moment tous les gens qui avaient été incrédules, qui ont dit, vous regardez, j'avais raison. Et donc l'Internet a connu une espèce de stagnation de 2001 à 2003-2004, tu vois, où plus un investisseur de financer un deal Internet. Moi, je me rappelle l'époque où je travaillais, j'étais déjà investisseur, et je me rappelle, je voulais faire un deal Internet. En l'occurrence, j'avais vu passer à ce moment-là Price Minister et Mythic. Price Minister, j'ai fait plus tard. Mythic, je l'ai jamais fait. Et on m'avait dit, mais si tu veux faire un deal Internet, tu vas te faire virer, en fait. Ça devait être en 2002 ou 2003. Il ne fallait plus y toucher. On pouvait faire que du logiciel noble, B2B, surtout pas machin. Et puis après, c'est revenu. Bon, là, sur l'IA, il va y avoir sans doute un phénomène comme ça. À un moment donné, il va y avoir des gens qui vont dire, mais regardez, la productivité des entreprises, c'est du pipeau, ça ne le fait pas du tout, les boîtes ont investi des machins, il n'y a pas le retour sur investissement, machin. Et puis après, la vérité va s'imposer, et puis voilà. Et donc, il y a toujours des phénomènes comme ça, des surréactions du marché boursier, surréactions de l'opinion, et puis dans un sens ou dans l'autre, des coups de balancier, etc. Bon, les révolutions technologiques, c'est toujours comme ça. J'aimerais terminer une dernière partie sur quand même, je prends un peu de champ, mais sur la question de la souveraineté économique et aussi en France en particulier du ressentiment de ras-le-bol aujourd'hui. Je m'explique. La grande majorité des startups qui ont de l'ambition, en tout cas des entreprises qui ont de l'ambition, même si ce n'est plus des startups, des entreprises technologiques ou pas qui ont de l'ambition, elles vont au bout d'un moment lever de l'argent auprès d'investisseurs anglo-saxons, américains, etc. On disait d'ailleurs même que même le CAC 40, je crois que c'est quasiment 50% du capital qui est possédé dans le CAC 40, qui est possédé par des investisseurs étrangers. Est-ce que c'est un problème, ça? Est-ce que ça nous fait perdre notre gouvernance économique? Une boîte comme Mistral qui a levé déjà des centaines de millions, principalement avec, pareil, des investisseurs étrangers. Est-ce que finalement, on a déjà perdu le combat de la valeur? En fait, quel combat on a perdu? Est-ce qu'on a perdu le combat de l'argent? C'est-à-dire que finalement, les returns, l'argent, il ira à des investisseurs étrangers et pas à la France. Est-ce qu'on a perdu le combat de la gouvernance? Tu vois, quel combat est-ce qu'on a perdu en réalité, selon toi? Alors, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les succès de la French Tech enrichissent le retraité du Texas. Beaucoup plus que le retraité français. J'adore ta formule. Donc pourquoi? Parce que c'est les fonds de pension, les caisses de retraite américaines qui financent les fonds d'investissement Late Stage, qui eux-mêmes font les derniers tours de table des succès de la French Tech. Donc clairement, en termes d'actionnariat,
Il y a les entrepreneurs, les investisseurs européens qui sont plutôt early stage, et puis le late stage est plutôt financé par les fonds, les caisses de retraite. J'adore quand les journalistes parlent de fonds de pension, parce qu'on a l'impression qu'ils parlent de trucs d'espèces de démons, alors qu'un fonds de pension, c'est une caisse de retraite. C'est un fonds de retraite. C'est une caisse de retraite. Une pension, c'est une retraite. Une caisse de retraite. Bon. Une caisse de retraite qui met son argent un peu partout, dont un petit pourcentage dans le VC. Mais un petit pourcentage d'une très grosse enveloppe, ça fait pas mal d'argent. Nous, vu qu'on n'a pas de retraite par répartition, par capitalisation, on n'a pas ces bassins-là d'épargne, et on a très peu de bassins capables de prendre des risques sur le long terme. Et donc, on a ce problème du capital qui est structurel, et que de toute façon, quoi que tu fasses, tu ne résolveras pas overnight. C'est impossible. Pour basculer le système de retraite dans un système mixte, répartition, capitalisation, il faut 30 ans. C'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est le fait que l'argent des particuliers n'est pas assez aux mains d'investisseurs qui peuvent soutenir des géants de la tech français. En gros, c'est ça ton message. Je prends l'exemple bête. L'assurance vie. Il y a entre 1500 et 2000 milliards d'assurance vie en France. C'est significatif à l'échelle de la France. Tu vois, c'est pas une fois le PIB, mais c'est pas loin. Donc, ça veut dire beaucoup de pognon qui serait mobilisable pour financer l'innovation. Mais l'assurance vie, les assureurs ne peuvent pas le déployer dans le capital risque. Ils peuvent mettre 0,1%, 0,2%, 0,3%. Un fonds de pension va mettre 5% dans le capital risque. Donc 50 fois plus, ou à minima 10 fois plus. Pourquoi ? Parce que l'assurance vie, si demain je veux sortir mon assurance vie, je la sors. Et le capital risque, ce n'est pas liquide. Le capital risque, ça paye au bout de 10 ans. Donc il n'y a pas de... alors qu'une retraite, ton plan retraite aux États-Unis, tu cotises à 25 ans, l'argent, il est gérable par le fonds de pension jusqu'à que tu aies 65. Donc il a 40 ans pour le faire fructifier. Donc il peut mettre un bout au début dans le capital risque. Puis à la fin, quand tu auras 55 ans, ils commenceront à enlever les allocations capital risque de ton truc et ils te mettront du côté des obliques, des machins liquides pour pouvoir un jour te payer ta retraite. Mais en tout cas, sur ce long, on n'a pas du tout de capital long et patient et capable de prendre des risques en France. En Europe, c'est pas vrai partout parce qu'il y a des pays qui, à la fin des années 90, ont fait un switch. Norvège. Et ont mélangé la Suède. Les fonds souverains. Et, non, pas forcément les fonds souverains. Des gens qui ont fait vraiment une réforme où le système de retraite par répartition s'est hybridé avec une partie capitalisation et une partie... donc ça veut dire des fonds de capitalisation, donc des fonds longs, donc de l'argent qui peut... Les pays scandinaves, notamment, ont fait ça. On aurait pu le faire en France, on ne l'a pas fait. On a été bien bête de ne pas le faire. Donc voilà, donc de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Ce sujet de « on veut être souverain sans capital » est un sujet... perdu d'avance, quoi. Voilà, entre guillemets, sans solution. Alors, les gens parlent de marché de capitaux en Europe. Il y aura peut-être une petite amélioration parce que si on arrive à créer un peu de fluidité en Europe avec les différents bassins d'épargne qui existent, etc. Bon, mais les Scandinaves, est-ce qu'ils ont envie que leur pognon soit investi en Espagne ? Pas forcément, tu vois. Donc, ça va peut-être un petit peu améliorer. On va peut-être passer de X à 2X en capital disponible, en capital risque en Europe grâce à une forme de marché de capitaux plus unifié. Mais on ne fera pas de X à 10X et encore moins à 50X. Alors, en fait, le besoin, il est plutôt de cet ordre-là pour vraiment se retrouver souverain du point de vue capitalistique. Donc, à partir du moment où tu dis « je ne serai pas souverain du point de vue capitalistique », la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire être souverain ? Est-ce que, je ne sais pas quoi, est-ce que Schneider Electric est une boîte française ou européenne ? Est-ce qu'on peut considérer qu'elle fait partie des outils de souveraineté ? Bon, après, c'est la réponse, il n'y a pas de réponse formelle, hein, ça ne veut rien dire, souveraineté, ce n'est pas défini juridiquement ni économiquement. Mais si le siège social est en France, si les dirigeants, une partie des dirigeants sont français, si les principaux centres de décision et d'ingénierie sont en Europe ou en France, etc., tu peux commencer à qualifier une boîte d'un peu plus souveraine et d'un peu plus machin. Voilà, donc ce qu'il faut espérer, c'est que la French Tech, elle va générer des boîtes suffisamment grosses pour que malgré le fait qu'elles aient un capital qui pour une part est anglo-saxon ou américain, malgré ça, elles vont garder des attributs de boîtes européennes ou de boîtes françaises. Et la R&D est un point important parce que déplacer 300 ou 400 ingénieurs, c'est pas facile. Quand on a 5, une petite start-up avec 5 gars, tu dis les 5 gars, on les envoie à Seattle, bon, c'est vite fait. 300 gars, 400 gars, ça devient compliqué à délocaliser. Donc c'est un bon exemple de protection. Mais c'est pas suffisant. Si le headquarter est à New York et les 300 gars sont à Montpellier,
peut-être qu'un jour, les 300 gaz sont finalement à Bangalore. Hein. Ils sont plus... parce que les mecs de New York, ils vont dire qu'est-ce que c'est que Montpellier. On voit Bangalore, c'est moins cher. Donc tout ça, c'est un ensemble... bon. Mais en tout cas, ce qu'on peut espérer, c'est créer des boîtes suffisamment grosses au niveau européen pour que les gens n'aient pas envie de les délocaliser et envie de garder notamment l'engineering, la R&D et le top management en Europe. Bon. Si on arrive à faire ça, on aura une forme de souveraineté. Et puis effectivement, ces boîtes-là pourront vendre aussi cette notion de souveraineté. C'est-à-dire qu'elles pourront dire, voilà, nous on vous garantit que vos datas sont là, qu'on respecte telle réglementation, etc., etc., qu'on accepte les contraintes que vous nous imposez, vous, en tant qu'acheteur public, etc., etc. Et donc, tu peux créer un écosystème qui rend plus compliqué la colonisation par les Ricains ou par les Chinois de l'économie et notamment via la technologie. Il y a une très belle enquête des Échos qui ont une très belle chaîne YouTube d'ailleurs qui s'appelle Est-ce que la France se fait racheter? Et c'est vrai que par rapport à tous les mythes, ils mettent beaucoup de précision là-dessus. En fait, en net, en réalité, les entreprises françaises rachètent plus qu'elles ne se font racheter. Donc déjà, il n'y a pas cette notion de tout le capital entreprise français est en train de se faire racheter. Peut-être qu'elle rachète avec l'argent des Américains. C'est possible. Je n'ai pas regardé effectivement. Il se trouve que la France a une cohorte de grandes entreprises dont très peu sont vraiment entrepreneuriales. Bon, il y a peut-être les Arnaud, les Bolloré, etc. Les Hermès, trucs, mais il y en a assez peu qui sont entrepreneuriales. Mais en tout cas, on a une très belle cohorte de grosses boîtes. Et ces grosses boîtes, effectivement, sont des multinationales et sont des gens qui achètent dans le monde entier et on doit sans doute avoir, grâce à ça, un solde de M&A qui est plutôt pas mauvais. Maintenant, le capital de ces boîtes-là, il n'est pas forcément que français. Bon. Oui, c'est ça. Et le problème, c'est que ce qui est dommage, bon après, ça devient un système infini, mais c'est qu'aussi ces boîtes sont assises sur des milliards d'euros de trésorerie qu'elles pourraient investir plus peut-être dans l'économie française. Mais on est quand même dans une économie capitaliste, donc l'État n'a rien à imposer à qui que ce soit, quoi. Mais tu sais, l'entrepreneur, il investit là où ça rapporte. Donc si tu t'appelles Bernard Arnault et que tu t'aperçois que la part de marché, enfin le chiffre d'affaires que tu fais avec Louis Vuitton en France, il progresse de 2%, et que si tu vas à Séoul, enfin en Corée, il peut encore progresser de 10 ou 20%, bah tu t'investis en Corée, tu ouvres des magasins en Corée et pas en France. Bon. C'est logique. Donc c'est pas une question de mauvaise volonté ou machin, c'est une question que un investissement dans n'importe quelle boîte, ça doit avoir un ROI, un payoff, il y a un plan derrière, etc. Donc c'est sûr que l'économie française, avec 1% de croissance du PIB, c'est pas le marché le plus attractif du monde. Enfin... Est-ce que selon toi, par contre, le gouvernement français devrait plus empêcher, on regardait, tu vois, évidemment, il y a eu l'époque Montebourg qui a gueulé contre la vente d'Arcelor, contre la vente de tout un tas de fleurons industriels. Et en effet, quand tu regardais l'article des Échos, il y a que très très peu de deals sur des secteurs à risque, l'énergie, la santé, la data, etc., qui ont été bloqués par l'État, très très peu. Est-ce que tu considères que pour sauver un peu notre tissu industriel de pointe et notre tissu économique, il faudrait que l'État de temps en temps dise attendez, là on va se faire racheter par les Chinois, les Américains, les Israéliens, que sais-je, on met un stop, ou est-ce que en fait c'est le système capitaliste et juste on n'est pas assez bon et tant pis quoi? Alors après, c'est très compliqué de dire, tu sais, je sais pas comment ils appellent ça, pas les clients stratégiques, j'ai oublié le nom, que dans le processus de contrôle des investissements étrangers en France, il y a les clients d'importance vitale ou un nom comme ça, ou les entreprises d'importance vitale. Oui, c'est exactement ça. C'est la liste, c'est les entreprises. Ouais. Bon, après, tu vois, si tu dis EDF est une entreprise d'importance vitale, oui, EDF est une... Mais si tu vends, je caricature, mais si tu vends les machines à café à EDF, c'est pas tout à fait pareil que si tu leur vends le système de contrôle de commande des centrales nucléaires. D'accord, donc c'est super. Et entre les deux, il y a un continuum. Donc c'est super dur de juger de qu'est-ce qui est d'importance vitale. Ce qui est certain, c'est que malheureusement, dans la tech, quand tu cherches un scénario alternatif à un acquéreur américain ou chinois, en Europe, tu n'en as pas beaucoup. Tu en as très peu. Et donc, c'est très compliqué pour l'État français, mais c'est pareil pour Bruxelles, de bloquer une opération, sachant qu'elle ne sait pas offrir d'alternative.
Quand le CFIUS aux États-Unis refuse que des Shintok ou je sais pas quoi, ou même des Européens achètent un truc, des acheteurs américains capables de matcher le prix, il y en a. En tout cas, il y a un scénario, il y a un plan B. Nous, quelquefois, il n'y a pas de plan B du tout. Et donc, bloquer un truc avec typiquement dans des boîtes qui ne sont pas encore profitables, qui vont se faire racheter et qui, de toute façon, si jamais elles ne sont pas rachetées, vont être dans une situation un peu living dead parce que tu vas être obligé de les restructurer pour les mettre à l'équilibre comme tu peux, etc. C'est quand même très compliqué. Donc, c'est vrai que Bercy bloque très peu d'opérations de ce type-là, alors qu'il y a un contrôle sur beaucoup de dossiers. Là où c'est un peu compliqué, il y a quelques cas qui ont été bloqués. Il y a le cas des trucs de vision nocturne qui équipe les soldats. Tu as beaucoup de cas aussi où c'est un oui mais conditionné. Alors évidemment les conditions... L'emploi en France. L'emploi en France ou d'autres choses même, la continuité des produits, machin. C'est un peu une fausse... c'est un peu un alibi. Parce qu'en réalité, ces conditions sont quasiment jamais contrôlées. Et que si elles étaient contrôlées, l'acquéreur a tous les moyens d'expliquer que le monde a changé par rapport au moment où il a signé. Donc, bon. Mais ça permet aux politiques de dire à l'époque, on a fait ce qu'il fallait. Je crois que dans les processus américains type CFIUS, c'est oui ou non. Mais c'est pas oui si vous oui. Et je pense que ça serait plus simple. Mais au fond, tu vois, est-ce que cette question qu'on manque on n'arrive pas à créer de nouveaux géants, en particulier de géants en tech. Donc là, tu me dis, on manque de capital, on n'a pas assez d'argent, etc. par rapport à nos concurrents américains, anglo-saxons, chinois, etc. Est-ce que c'est pas aussi qu'on a juste des entrepreneurs qui sont trop proches de l'État, qui sont subventionnés à la mort, qui du coup ont perdu aussi qui t'a raconté tout ça. Ouais, mais pas que, tu vois. Thibault Elzière il me dit une formule marrante, il m'a dit j'ai envie de chier sur l'État, sur le gouvernement, j'ai envie de chier sur les normes, et je pense qu'on a perdu l'esprit pirate de la French Tech, qu'incarnait à un moment donné d'ailleurs The Family, ouais. Et qui fait que, tu vois, il y a cette forme de, je veux dire, la Suède, qui a pas beaucoup de capital non plus, a fait émerger Spotify parce qu'ils ont cassé tous les codes des majors qui contrôlaient la musique, tu vois. Donc il y a besoin de trucs là. En France, il y a une trop forte collusion, tu vois. En même temps 10 heures, avec la même pas avec le même succès, hein. Non, mais avec la même insolence et la même vision. Le point de départ, et c'est comme Dailymotion a été lancé avant YouTube. Je me rappelle très très bien ça. C'est vrai que c'est l'enfer. Hein. J'ai failli à chaque fois, on a les bonnes idées au moment et on est J'ai failli financer Dailymotion, donc je m'en souviens très bien. 10 heures, je n'ai pas vu vraiment passer le dossier. Non, mais tu sais, j'ai entendu Carlos s'exprimer là-dessus. J'imagine bien ce que peut dire Thibault. La réalité, c'est que la Silicon Valley a aussi dépendu construit des succès grâce à des investissements du DoD, de la NASA, etc. Et je ne pense pas qu'Elon Musk lancerait là où il en est sans de l'argent public. Donc, dire les Français vivent de subventions de l'État et puis les Américains sont des vrais aventuriers de l'entreprise, c'est faux. Après, c'est vrai qu'on a une appréhension un peu différente du risque. On a beaucoup d'amortisseurs, beaucoup d'aides, beaucoup de choses comme ça, qui ne sont pas forcément... qui peuvent avoir des effets pervers dans la relation qu'a l'entrepreneur avec l'État, parce qu'il se sent un petit peu redevable. Si tu prends l'exemple de BPI, c'est un très bon exemple. BPI, c'est sans doute une banque publique qui est un modèle au niveau mondial de ce que peut être une banque publique, parce qu'elle est bien dirigée, parce qu'elle est très dynamique par rapport à un organisme qui pourrait être beaucoup plus technocratique, parce qu'elle est agile alors qu'elle pourrait ne pas l'être, etc. À l'inverse, est-ce que tu as besoin d'un écosystème tech où la banque publique a autant d'importance que la BPI en France? Idéalement, tu préférerais qu'elle ait une importance moindre. Voilà, donc, et en même temps, tu peux dire que peut-être la banque publique participe au fait que petit à petit, de l'argent privé arrive parce que le public en a mis. Donc, c'est très très dur de juger. En tout cas, du point de départ où on était en 2012, moi, pour l'anecdote, quand la BPI a été lancée, il se trouve que je connais Nicolas Dufour depuis très longtemps. Le patron de BPI, ouais. Depuis 96 d'ailleurs, depuis que
J'ai essayé de lui ramener, il s'occupait de l'Internet chez France Télécom, et j'ai essayé de lui ramener des innovations de Californie, etc. Donc on se connaît depuis très longtemps. Il a repris la BPI, il a créé BPI, qui était la fusion de CDC Entreprises, Oseo et Envar. Il y a peut-être d'autres bouts, d'ailleurs peut-être un petit bout de la Coface aussi. On lui prédisait le pire. On prédisait d'avoir une gouvernance présidée par Ségolène Royal. Donc elle devait être présidente du conseil d'administration. On lui prévoyait un truc, tu vois, une espèce de... C'est lui, il a réussi à en faire. Il venait du privé, il est dynamique, il est intelligent, il s'est mis au diapason de ses clients. Il a fait un truc le mieux qu'on puisse faire, je pense. Maintenant, encore une fois, le poids de BPI dans un écosystème entrepreneurial mûr, il est trop élevé. Mais si tu veux que l'écosystème entrepreneurial grossisse, peut-être qu'il faut de l'argent public au début. Bon, mais il y a quand même beaucoup une question de mindset, c'est-à-dire que l'américain, tu vois, je pense que Carlos, tu as raison, il y a de l'investissement massif du gouvernement américain dans les entreprises, c'est vrai, mais il y a ce côté où les types qui se lancent, ils n'ont pas le chômage aux US, tu vois, ils prennent des vrais risques, ils ont cette espèce d'obligation de réussir, sinon c'est le tapis personnel quasiment, tu vois, alors qu'en France, il y a quand même pas mal de types qui vont passer un temps démesuré à essayer de choper la subvention A, puis la subvention B, puis un petit seed avec machin, et en fait qui passent leur temps à faire des pitchs et des slides au lieu d'aller chercher des clients, tu vois. Et donc après ça contribue quand même à créer un espèce d'écosystème de petitesse, de courage presque, tu vois. Et ça manque un peu d'ambition, quoi, tout ça. Faut pas caricaturer. T'as aussi aux US des mecs qui parce qu'ils ont un MBA, sont financés par des VC qui lui-même gèrent l'argent des retraites des Américains et qui sont, alors pas des fonctionnaires d'entrepreneuriat, mais qui en tout cas sont dans une situation où effectivement, c'est pas une très grande conviction qui les a amenés à faire ça. C'est juste qu'à un moment donné, ils sont opportunistes, ils ont fait leur MBA à Stanford, ils se disent je veux être le prochain Larry Page, et puis ils lancent un truc, et puis tu vois, donc faut pas caricaturer. Mais c'est certain qu'on a beaucoup plus l'habitude des systèmes de protection en France. Le chômage est un bon exemple. Pendant très longtemps, on a dit le plus grand business angel français, c'est la NPE. C'est la CDIC. Ouais. Aujourd'hui, il lutte un petit peu contre... oui, tu peux plus avoir les mêmes droits. À une époque, c'était vraiment une façon de démarrer des business. Bon, est-ce que c'était une mauvaise chose ? J'en sais rien. On dépense de l'argent public mal dépensé, il y en a partout, franchement. Est-ce qu'il est vraiment mal dépensé quand il permet à un entrepreneur de se lancer ? Tu peux dire qu'il n'est pas plus mal dépensé qu'ailleurs. Donc, Ok, c'est intéressant. Mais j'aime bien parce que tu as une opinion à contre-courant. Bon, parce que tu es aussi un des fondateurs de la French Tech, dans le sens où tu as créé le mouvement des pigeons en 2012 qui a donné lieu à la fin à la France Digital, on le disait au début. Donc j'imagine que tu vas pas me faire du French Tech bashing, comme on dit. C'est quoi, si tu devais le dire à quelqu'un, tu vois, qui se dit un petit peu tout ça, qui se raconte un peu ces histoires-là de en fait la French Tech ne fait pas émerger de vraies licornes, le Next 40, le Next 120, c'est un peu du bullshit marketing, et en fait c'est pas le gouvernement qui doit décréter quelles sont les entreprises qui vont être les futures championnes. Ce que par ailleurs, ce que moi je pense assez profondément, qu'est-ce que tu as envie de leur dire, tu vois ? C'est quoi le vrai succès de la French Tech selon toi ? Alors, moi je suis d'accord avec le fait que French Tech, Next 40 ou French Tech 120, il y a deux défauts. Un, effectivement, c'est l'État qui se permet de faire cette espèce de pas d'un palmarès. Et deux, les critères, alors ils évoluent, mais les critères initiaux étaient débiles. C'était combien j'ai levé d'argent. Donc c'était complètement débile de dire plus tu as levé d'argent, plus tu es dans cette liste. Bon. Aujourd'hui, je crois que c'est moitié-moitié. Moitié argent levé, moitié croissance du chiffre d'affaires. Bon. Chiffre d'affaires même, je crois, carrément. Oui, chiffre d'affaires en absolu, mais a priori, s'il ne croit pas, tu vas peut-être sortir du palmarès. J'imagine qu'un chiffre d'affaires qui ne croit pas est pénalisant. Donc voilà, juste pour dire. Maintenant, la French Tech, qu'est-ce que c'est depuis 15 ans ? C'est un écosystème qui était capable de générer des PME avec 1 milliard de capital risque, qui aujourd'hui est capable de générer des ETI, 1 milliard investi par an, qui est capable de générer des ETI avec entre 10 et 20 milliards par an. Bon. Donc on a largement progressé. Et on a largement progressé avec de l'argent public un petit peu, avec un soutien gouvernemental ou présidentiel un petit peu, mais surtout avec des entrepreneurs, avec des investisseurs, avec des business angels, avec tous les gens qui font la French Tech. Bon.
On a toujours dit le problème de la croissance de l'Europe ou de la France, notamment, c'est le manque d'ETI. Bon, aujourd'hui, il y a quelques centaines d'ETI issus de la French Tech. Bon, quelques centaines à ramener comparé à quelques milliers d'ETI historiques. Donc, c'est pas neutre. Le TI, c'est à partir de quoi, 500 salariés? Je ne sais plus si c'est 250 ou 500. Ouais, ok. Et c'est jusqu'à 5000. Des boîtes de plus de 500 salariés dans la French Tech, il y en a maintenant un certain nombre. Donc, on a passé une étape. L'étape suivante, c'est que ces ETI soient combinés avec d'autres ETI européennes et qu'on arrive à faire des grands groupes européens. Alors peut-être avec du pognon américain, mais en tout cas, et que globalement, on arrive à des boîtes qui font des milliers de salariés et qui sont européennes. Alors, il y a quelques ovnis, hein. Revolut est un très très bon exemple. Spotify est aussi un autre exemple. Mais malheureusement, il n'y en a pas assez. Et peut-être qu'en combinant les différentes ETI, on peut arriver à faire des groupes qui, sur le marché européen ou sur le marché mondial hors US, rivalisent avec les Américains. Et ça me paraît atteignable, tu vois. Ça me paraît faisable. Je ne dis pas qu'on va le faire demain, mais je veux dire, se donner ça comme trajectoire pour les 10 ans qui viennent, ça paraît raisonnable. Qu'il n'y ait pas un seul SAP, un seul Dassault Systèmes, mais qu'il y en ait beaucoup plus et qu'il n'y ait pas qu'un Revolut et un Spotify, mais qu'il y en ait beaucoup plus dans chaque génération. Enfin, tu vois, je t'ai pris les boîtes Dassault Systèmes et SAP, c'est les deux grands du logiciel issus du XXe siècle. Et Revolut et Spotify, quelque part, les deux boîtes issues des années 2010 ou même avant, parce que Spotify, je pense que c'est plutôt 2005 ou 2006, la genèse. Revolut, je ne sais pas quand est-ce que ça a démarré. Mais bon, tu vois, et que petit à petit, ces générations, ces cohortes de boîtes soient de plus en plus nombreuses et qu'elles soient de plus en plus grosses et qu'en plus, elles soient combinées. Elles se combinent entre elles pour faire avec de l'argent du private equity, etc. Tu peux arriver à quelque chose où on arrive à créer des groupes dans la tech. Et je pense que côté demande, aujourd'hui, le message pour un directeur informatique ou machin de acheter européen, etc., est en train pour la première fois de devenir politiquement correct et actionnable, alors qu'avant, le mec, il achetait américain pour couvrir ses fesses. Il ne se posait pas la question. On n'a jamais viré un mec pour avoir choisi IBM ou Microsoft ou Salesforce. Et voilà. Et donc peut-être maintenant, la souveraineté économique il y a une forme de conscience qui est en train de naître et le décideur acheteur va peut-être se dire bon bah là je privilégie. Alors si en plus en face de lui, au lieu d'avoir des petites PME, il a des boîtes qui font quelques milliers de salariés, quelques centaines de millions, voire plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, etc., il sera rassuré d'acheter auprès de ces gens-là. Donc tu vois, c'est aussi un peu chicken and egg. Tu peux pas demander au DSI d'un grand ou d'une grande multinationale d'acheter le service d'une start-up qui ne sera pas capable de délivrer. Voilà. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc forcément, il faut que les acteurs grossissent. Donc en fait, au fond, c'est un peu un problème de mensonge entre gitans. Ce qui s'est passé avec le Next 40 et le Next 120. C'est-à-dire, en fait, on va se raconter l'histoire qu'on va faire venir les 10 prochaines licornes qui vont concurrencer les GAFAM, en gros. Alors qu'en réalité, le vrai sujet, c'était de faire créer des ETI qui font déjà des centaines de millions de salariés, de chiffre d'affaires, pardon, ouais. De les encourager, parce que et je pense, que tu ne me diras pas le contraire, qu'elles doivent avoir des problématiques particulière, assez différente de créer un géant, quoi. Et donc en fait on sait un petit peu, c'est le genre de Laurence Brochard qui m'a dit à mon micro, on se prend pour des Américains, on n'est pas des Américains, et je crois que c'est très bien en fait. Ce qu'on se dit là, c'est que on a eu un peu peut-être d'arrogance à la française, alors qu'en fait on a plein de qualités qu'on oublie, et si on était sur le bon sujet, on serait mieux, quoi. Dire on fait pas un bébé en un mois avec 9 femmes, hein. Ah, je la connaissais pas celle-là. Non mais bon, tu vois bien la phrase. Donc il y a des choses qui mettent un certain temps à être faites. Et typiquement, si tu prends la partie croissance de 10 à 100 millions de chiffre d'affaires, des mecs qui l'avaient déjà fait de 10 à 100 millions de chiffre d'affaires en 2010, dans la tech, en France, il y en avait très très peu. Des gens qui ont aujourd'hui fait la trajectoire 10 à 100 millions dans la tech, en France, il y en a beaucoup plus. Et ils vont faire des petits, ces gens-là. Ils vont coacher et mentorer d'autres qui vont faire. Donc, tu as une espèce de logique d'apprentissage. Mais c'est un apprentissage sur une décennie. Ce n'est pas un apprentissage sur un an. C'est de gars qui l'ont fait. Alors, pour faire ça de 10 à 100 millions, il ne faut pas un mois, il faut plusieurs années. Et puis, qui vont le refaire ailleurs, et puis qui vont l'apprendre, etc. Donc, j'avais une conversation qui m'avait amusé une fois avec
une fille qui est partenaire chez, alors je sais plus si c'était Forerunners ou un autre fonds de Los Angeles, qui m'avait dit, ouais, mais nous, on a un problème à Los Angeles, on n'a pas les talents qu'ils ont à San Francisco. Et je dis, ouais, enfin quand même. Alors, il se trouve que c'est marrant parce que Californie du Nord, quand tu habites à San Francisco, tu te moques de Los Angeles en pensant que c'est une ville où il n'y a que des mecs qui font du cinéma ou qui sont serveurs dans des restos et que sûrement ça ne peut pas être sérieux un business qui vient de Los Angeles. Mais c'est vrai qu'à San Francisco, la force de la Silicon Valley et de la Bay Area, c'est le capital, c'est sûr, qui est intelligent, mais c'est les mecs qui l'ont déjà fait. Tu cherches un gars dans le marketing qui a fait de 10 à 100 millions de dollars dans la cyber, avec un modèle entreprise. Tu as une liste longue de gars qui l'ont déjà fait. Tu fais le même exercice de search à Paris, tu en as peut-être 0. En Europe, tu en as peut-être 5. Et encore, il y en a 4 à Londres et 1 quelque part perdu, je ne sais pas où. Et bien forcément, si tu n'as pas ces talents-là, il faut que les gens apprennent en faisant. Apprennent en faisant, c'est compliqué. En tout cas, il faut être intelligent. Et on peut féliciter tous les entrepreneurs qui aujourd'hui sont à la tête des ETI dont je parlais parce qu'ils ont appris en faisant. Et ils ont fait ce qu'ils ont. Ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient. Ouais, ils manquaient de rôle modèle, quoi. Voilà. Et même de capacité à embarquer avec eux des gens qui avaient le playbook complètement... Et qui ne sont pas là, en fait. Voilà. Et petit à petit, ils apparaissent. Aujourd'hui, moi, je vois... on commence à voir les exiteurs qui viennent... aider, coacher. D'ailleurs, certains, ils viennent mettre de l'argent chez Isaïe avec cette vision-là, de donner, donner de l'argent, mais aussi de l'intelligence à la génération suivante, en disant, bah voilà, j'ai fait le chemin SaaS, B2, Small B, vers SaaS entreprise, je me suis organisé comme ça, et je suis passé de 1 million d'ARR à 100 millions d'ARR, et l'entrepreneur qui aujourd'hui a 1 million d'ARR, je peux peut-être l'aider. Et je raconte un truc que j'ai fait, pas un truc théorique que j'ai appris dans les livres. Et je vais lui parler aussi des erreurs que j'ai faites, parce que forcément, quand tu apprends en faisant, tu fais pas les omelettes sans casser les œufs, donc forcément, tu as fait des erreurs, etc. Pour prendre un dernier pas de recul, qu'est-ce qui, tu vois, j'ai reçu à ce micro aussi l'ex-patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui me disait qu'il y a un ras-le-bol en France général qui va du gars qui a un camion à pizza jusqu'à Bernard Arnault. À ton avis, toi qui as vécu la révolte des pigeons, qui était à l'époque un sujet fiscal, c'est une loi fiscale qui prenait je ne sais plus combien de pourcentage des bénéfices des gens qui allaient gagner de l'argent, enfin c'était sur les dividendes, c'était une absurdité totale, et qui a rassemblé effectivement des entrepreneurs de la tech jusqu'au le gars qui avait des boulangeries, quoi, concrètement. Ouais. Pourquoi les entrepreneurs sont en colère en France selon toi aujourd'hui ? Est-ce que c'est légitime ? En tout cas, je ne sais pas s'ils sont tous en colère, mais ils ont le droit tous d'être navrés du personnel politique qu'on a et de la compréhension de l'économie qu'ont les politiques. Parce que le spectacle qu'a donné l'Assemblée nationale à la fin de l'année dernière, c'est pitoyable. Mais c'est incroyable. Et donc, que les entrepreneurs se disent tous, mais alors, malheureusement, tu vois, on n'aura jamais un parti des entrepreneurs qui prendra le pouvoir, parce que les entrepreneurs, c'est une minorité par nature. Donc, mais les entrepreneurs, c'est une minorité qui a une force de traction de l'économie et du pays qui est très très forte. Et quand le personnel politique est complètement décalé, complètement perché par rapport à la vraie vie, alors il y en a qui sont en colère, moi je suis navré. Quand je vois le spectacle qu'a donné l'Assemblée nationale sur les sujets, la créativité fiscale, la crédulité par rapport à ce scam qui était Zuckman, les chiffres qu'il présentait étaient faux. Absurde. Moi, je suis navré. Donc voilà. Oui, l'entrepreneur français, il vit dans un pays où les prélèvements sociaux sont extrêmement élevés, où la dépense sociale est extrêmement élevée, où l'État-providence finalement dépense plus vite que l'économie est capable de produire. Et lui, il court derrière en se disant, mais bon, quand est-ce qu'ils vont arrêter de déconner, quoi ? Et quand est-ce qu'ils vont comprendre qu'il vaut mieux faire les choses dans l'autre sens, agrandir le gâteau avant de le répartir ? Que si le gâteau grandit plus, c'est très compliqué d'en répartir. Bon, voilà. Donc, colère, navré, machin. Geoffroy, il a fait un bon patron du MEDEF, d'ailleurs, Geoffroy, je trouve. Il a réconcilié, je pense qu'il a vraiment changé l'image du MEDEF avec un discours... oui, accessible à toutes les tailles d'entreprise, pas l'image grand groupe. Pas que l'image grand groupe. Et puis aussi l'image...
Alors c'était peut-être plus facile aussi, parce qu'il avait un gouvernement, tant que Macron avait la main, c'était quand même plutôt pro-entreprise. Euh, voilà. Mais bon, en tout cas, je pense qu'il a fait du bon boulot. Et donc voilà, donc effectivement, c'est navrant. Si tu veux, pour simplifier les choses, on va dire les trucs très simplement, il y a 100 milliards de déficit par an, grosso merdo. Si on augmente un peu la fiscalité des riches, on récupère 3 milliards. Bon. Donc on a résolu 3% du problème. Mais personne ne s'attaque aux 97% du problème. Et les 100 milliards de déficit par an, ils se cumulent. D'accord. Et c'est de la dette tous les ans qu'il faut. Et chaque année, on emprunte 100 milliards de plus. Et si on les emprunte à 3%, ça fait 3 milliards de plus de déficit, rien que sur les intérêts. Et si on emprunte à 5%, ça fait 5 milliards. Bon. Donc on voit bien que c'est un truc rolling complètement qui mène à inarrêtable. C'est une boule de neige, quoi. Une boule de neige. Donc il faut inverser la tendance. Évidemment, l'État, c'est pas comme une entreprise. Tu peux accepter de faire des déficits, tu peux rouler ta dette, etc. Mais elle ne peut pas grossir de façon comme ça. Il faut que tu inverses des tendances. Il faut que sur ton déficit structurel, tu sois à zéro, que tu aies des déficits conjoncturels de temps en temps. Parce que la conjoncture n'est pas bonne, parce que machin. Bon, et pour l'instant, ce sujet n'est pas sur la table. Et quand tu regardes ce qui va se passer aux élections présidentielles de l'année prochaine, est-ce que ce sujet sera sur la table? Peut-être même pas. Et peut-être qu'on va mentir aux Français que le plus démagogue sera élu, alors que le sujet est grave. Voilà. Donc l'entrepreneur, il est plus conscient de ça que le Français moyen, parce que c'est lui qui fait les feuilles de paye. Dans les feuilles de paye, il voit tout ce qu'il met. Parce que c'est lui qui sait que quand il n'y a plus de cash, il n'y a plus de cash, etc. Il est plus conscient économiquement par nature que le Français moyen. Du coup, tu conseillerais des entrepreneurs, en particulier peut-être si tu as 25 ans, monte ta boîte en France ou pars à l'étranger. Et c'est des entrepreneurs qui gagnent de l'argent aujourd'hui, qui sont découragés un petit peu de continuer à investir leur temps, leur argent ici. Écoute, moi, mes associés dont Geoffroy fait partie, d'ailleurs, Geoffroy Roux Bézieux, ces créateurs d'Isaïe, ils sont restés en France. Ils ont décidé qu'ils restaient en France. C'est des patriotes. Bon. C'est un choix qu'ils ont fait parce qu'il y a aussi, c'est aussi un beau pays, on mange bien, il y a des belles montagnes, il y a des beaux océans, il y a une belle culture, il y a de belles choses, etc. Et puis parce qu'aussi, peut-être qu'il y a une vision. Tu vois, par exemple, moi j'ai fait Polytechnique, quelque part l'État m'a formé, etc. Je me sens, et pourtant j'ai remboursé ma pantoufle, mais je me sens redevable vis-à-vis de la France, tu vois. J'ai plutôt envie de contribuer au succès de la France. Donc voilà, donc je pense qu'après, il y a aussi des raisons, des gars qui vont dire écoute, moi ça me rapporte rien, et puis franchement, ce que je peux faire, c'est impossible de le faire en France. Ça arrive aussi, tu as des business, tu peux pas les faire en France. Tu as des trucs où, typiquement dans la santé, moi j'entendais, quand j'étais chez France Digital, j'entendais des entrepreneurs dans IS qui disaient ma seule façon de faire du chiffre d'affaires, c'est d'aller le faire aux US. Parce qu'en France, on m'interdit de faire ça, c'est réglementairement impossible, les data, je ne peux pas y accéder, le machin, je ne peux pas. Bon, si tu ne peux pas, donc tu vas le faire ailleurs. Hein. Mais bon, j'espère qu'il y a suffisamment d'entrepreneurs patriotes. Et comme dit Geoffroy, j'aime bien sa formule, il dit de toute façon, en gros, restez, mais la fermez pas, quoi. Ouvrez votre bouche et parlez-en. Ça, c'est un truc qui est important, c'est que avec le monde des réseaux sociaux, tu peux plus... quand tu parles, il faut que tu sois cash. Il faut que tu dises vraiment les choses. Parce que sinon, tu es inaudible. Un tweet... mesuré, c'est pas un tweet. C'est un truc qui sert à rien. Ouais, c'est clair. Et donc voilà. Donc il y a une espèce d'outrance dans la communication. Et il n'y a pas de raison que les députés et les filles fassent des tweets machin, avec ce qu'ils ont envie de dire, et que les entrepreneurs ne se permettent pas de dire eux ce qu'ils pensent avec la même... pas du tout le même contenu, mais avec en tout cas la même vigueur, la même... quelquefois même... une forme de provocation qui peut provoquer le débat et qui peut permettre de... Toi, j'aime beaucoup, en parler tout à l'heure de BPI, mais j'aime beaucoup la posture qu'a pris aujourd'hui Nicolas Dufour qui parle de... Ouais, il parle ouvertement du ras-le-bol là-dessus. Il est sorti un peu de son devoir de réserve, mais il sait qu'il est sans doute dans son dernier mandat. Je pense qu'il est dans son dernier mandat. Je ne sais même pas si statutairement il peut en avoir un quatrième. Je crois qu'il est dans la fin de son travail. Il finit en 2027 ou 2028. Et il a quand même un job finalement de très haut fonctionnaire. Mais il est sorti de sa réserve et il dit les trucs de façon cash, et probablement qu'il y a des gens ça commence à percoler. Il y a des gens qui disent attends, c'est ce gars-là dit ça. S'il le dit, ça doit être vrai. S'il ose critiquer l'État et l'obésité de l'État, etc., c'est qu'il y a quand même un problème.
et s'il critique la décision politique telle qu'elle a été prise depuis 50 ans, toujours dans le même sens, sans... Augmenter les impôts et pas diminuer la dépense, etc. Bien sûr. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est positif. Il y a une prise de... Alors malheureusement c'est très difficile, on ne le voit pas dans les élections pour l'instant, cette prise de conscience. Il n'y a pas de parti libéral. Moi, j'ai reçu Alain Madelin aussi, tu vois, qui me disait en fait le libéralisme en France n'existe pas. Lui, d'ailleurs, quand il était dans le gouvernement Chirac, a démissionné à un moment donné parce que les mesures libérales qu'il prenait, d'ailleurs, lui, il avait réduit même tu vois, les quantités de gens qu'il y avait dans son ministère à lui, tu sais, mais c'était pas du tout suivi, même sous Chirac. Hein. Et d'ailleurs, il me disait la différence. Je me disais, mais Macron est pro-entreprise. Il me dit, d'accord, il est pro-entreprise, mais c'est pas la même chose d'être pro-entreprise et d'être libéral. Deux choses très différentes. Et il n'y a pas de parti libéral en France, que ce soit à gauche ou à droite, ce sont des gouvernements socialistes, globalement. Et donc, en tout cas, étatistes. Étatistes, en tout cas, exactement. Et donc, on en revient au problème du début, quoi. Ouais. Mais il faut... Après, tu fais pas... Le libéralisme en soi n'est pas... certes, le libéralisme est une option à considérer et une dose de libéralisme dans l'économie est très positive. Mais tu vois, quand tu regardes la mondialisation qui était quand même basée sur un idéal très libéral, aujourd'hui, elle est un peu en train de remettre en question, y compris par des gens qui étaient libéraux. Donc, c'est toujours pareil. Dans la vérité, la vérité, la bonne recette pour faire les choses, c'est rarement des choses outrancières. C'est en général un bon compromis ou une bonne combinaison de choses. Et si tu prends le monde... moi, je fais partie des gens qui ont parfaitement conscience du gap culturel qui existe entre les États-Unis et la France, parce que j'y ai passé du temps. Et je crois que j'entendais Carlos, je ne sais plus si c'était chez toi ou ailleurs, qui disait « J'ai très peu d'amis américains ». Bon, c'est pas un hasard. Moi, quand j'étais en Californie, j'étais copain de mecs qui étaient finlandais, suédois, allemands, mais très peu d'Américains. J'ai quelques amis américains, mais très peu. Et en général, c'est des gars qui avaient vécu en Europe, qui étaient des Américains avec un passeport, tu vois, des Américains qui avaient quitté les États-Unis dans leur vie, etc. Bon, il y a un gap culturel très important. Donc ça veut dire que les recettes libérales à l'américaine, elles ne fonctionnent pas de la même façon chez nous. Et essayer de les plaquer, ça serait une connerie. Et puis certains Américains, d'ailleurs, ils regardent nos systèmes et ils disent... Il y a des trucs pas mal chez vous qui marchent bien. Je sais pas, l'électricité, ça marche mieux que chez eux. Et c'est moins cher. Et c'est moins cher. Le téléphone est beaucoup moins cher. Le téléphone mobile est beaucoup moins cher en Europe et en France en particulier qu'aux États-Unis, etc. Donc, il faut regarder les choses avec, encore une fois, lucidité pour prendre un terme, en tout cas, sans parti pris. Et se poser la question comment on combine le meilleur des deux mondes, comment on trouve la bonne solution. J'en parlais, j'avais un board juste avant de venir te voir là, et on parlait des organisations matricielles ou des organisations sans hiérarchie ou des organisations très hiérarchiques. Dans une boîte qui est en train de grossir très vite, qui va passer de 70 à 200 personnes en peut-être un an et demi, tu vois. Il n'y a pas de vraie solution. Il n'y a pas le modèle, c'est l'entreprise matricielle à l'américaine. Non. Il y a peut-être même des morceaux de la boîte qui vont être fonctionnés de façon matricielle et d'autres qui vont fonctionner de façon un peu autonome, libérée, etc. Allocratique, etc. Et peut-être d'ailleurs que la bonne solution, c'est de laisser d'avoir une organisation qui n'est pas forcément homogène, et puis même souvent de la changer, l'organisation. C'est parce que c'est en la changeant que tu vas corriger des travers que tu as laissé s'installer avec une précédente organisation. Donc tu ne peux pas dire l'organisation avant elle est meilleure que celle d'après, c'était la meilleure il y a que ça, puisqu'en fait tu vas en faire une nouvelle. Et puis la nouvelle, tu vas aussi la changer un an plus tard parce que tu voudras corriger telle ou telle chose. Et puis parce que ta boîte aura pris une maturité qui fera que c'est plus la même priorité et les mêmes KPI qui vont être la North Star de ton business. Donc voilà, c'est ça l'intelligence des situations, et c'est ça qui fait que c'est ça qui fait aussi que c'est intéressant, parce que s'il s'agissait juste de dire c'est ça qui marche, voilà, il faut faire comme ça, boum. Voilà. Jean-David, je repartirai de cet échange avec beaucoup d'optimisme. Ouais. Et c'est ce que j'aime chez toi, c'est que tu es lucide, mais tu as une lucidité optimiste. Je dirais que, en tout cas, tu n'es clairement pas dans le... Il y a des lucidités pessimistes. J'en ai rencontré récemment, tu vois, qui, à partir des mêmes chiffres, vont faire des interprétations différentes. Et je trouve que les tiennes sont plutôt de nature à être encourageantes, en tout cas sur ce pays. Donc merci pour ça. Et je te pose les 2 dernières questions. Cette fois-ci, c'est vrai, c'est la promesse, elles sont rapides. Quel est ton plus gros regret ? Professionnel ?
Ou pas, comme tu veux. Alors, je sais pas. Personnellement, j'ai privilégié beaucoup ma vie professionnelle à ma vie familiale et peut-être que j'ai pas vu suffisamment grandir mes enfants. Donc ça, c'est un regret un peu d'entrepreneur. Euh, Professionnellement, j'ai pas vraiment de regrets. Alors oui, je peux dire, tiens, j'aurais pu investir chez Rudel en 2005 quand Criteo s'appelait même pas encore Criteo. Bon, je l'ai pas fait. Bon, bah, c'est un regret, mais bon, je survis très bien à ça, tu vois. Mais, non, je pense que peut-être l'équilibre vie privée, vie professionnelle, mais en même temps, t'as pas de miracle. Je veux dire, si toi, on a lancé Isaïe en 2009, de 2010 à 2018, j'ai pas vu le jour. Bon, ben c'est un peu logique. Tu montes un truc, tu montes une plateforme, tu recrutes, j'ai pris des responsabilités chez France Digital. Enfin, bon, à un moment donné, ton agenda professionnel, il est complètement plein. Bon, est-ce que je le regrette? Non, parce que bah, sinon l'histoire serait différente. Et puis quand je l'ai décidé, je l'ai fait on m'a pas mis un fusil dans le dos en disant, fais si, c'est moi qui l'ai décidé, donc c'était ma liberté. Donc voilà. Mais peut-être que j'aurais pu mieux doser, plus voir grandir mes enfants. Et voilà, donc ça c'est un regret. Ok. Pour qui tu as le plus de gratitude, ce stade de ta vie? Je sais pas. J'ai pas une personne. Je, je suis quelqu'un qui est pas copain avec tout le monde. Je suis pas du tout tu vois, il y a des gens qui sont très sociables, connaissent tout le monde. Moi, je suis pas comme ça, mais je suis très fidèle en amitié et dans la relation avec les gens dans lesquels j'ai investi, dans lesquels j'ai investi dans la relation. Et donc, j'ai de la gratitude pour tous les gens avec qui j'ai cette relation. Certains, c'est des gens que je connais depuis la prépa, d'autres depuis le service militaire, d'autres depuis que je travaille. J'ai des vieux copains chez Cap, j'ai évidemment quelques entrepreneurs qui sont devenus des amis parce que on a passé suffisamment de temps ensemble. Et j'ai de la gratitude pour ces gens-là parce que à un moment donné, ils m'ont fait confiance, ils ont accepté mon influence. Et puis j'ai appris d'eux aussi en les observant et tout ça, c'est intellectuellement passionnant. Donc voilà, j'ai la gratitude mais c'est pas une personne, tu vois, c'est plutôt, je sais pas, quelques. Pour ses amis. Ouais, appelons ça les amis. Je sais pas comment ils sont, Mm. mais sans doute. Mais toi qui aimes les intérêts composés, puisque tu es investisseur, les intérêts composés fonctionnent particulièrement bien dans les relations, en réalité, oui, je pense. Absolument. C'est-à-dire que les bonnes relations amènent beaucoup de choses positives sur plein de domaines de la vie, d'autres relations, et voilà. Donc, Oui, puis c'est vrai que comment on pourrait dire, le, le, le fait d'avoir des relations avec un petit nombre de personnes, donc qui se comptent effectivement en dizaines pour un individu et pas en milliers, mais d'avoir des relations où tu peux finalement ne pas être dans la superficialité. Toi, c'est un des trucs qui explique pourquoi il y a les Français qui vivent aux États-Unis n'ont pas d'amis américains. Ouais. C'est que c'est très compliqué de casser la glace avec les Américains. Avec un Finlandais, tu lui donnes de la vodka à la fin de la soirée, il parle de son âme et tu as des choses à se raconter de l'ordre de l'intime. Et là, tu es dans des choses intéressantes dans la relation interpersonnelle. Alors, je ne dis pas qu'il faut toujours de la vodka ou de l'aquavit pour que la relation interpersonnelle soit intéressante, mais en tout cas, cette notion de j'ai une relation avec quelqu'un où je peux aborder un sujet compliqué ou un sujet intime, et puis où je peux débattre et où il y a du respect, et c'est pas juste, tu vois, une engueulade, c'est vraiment un vrai débat, etc. C'est rare les gens avec qui tu as ce type de relation, mais ça a beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur. Bon, alors aux Français et aux Finlandais. Hein, aux Français et aux Finlandais parce qu'ils ont l'image de gens mais très différents de nous. Ils sont même un peu, d'ailleurs, quand on fait l'archétype des comportements, ils sont très proches des Japonais. Ah, ils parlent très peu. Hein. Moi, je me suis retrouvé dans des soirées. Je suis allé en Finlande, je voyageais en Finlande et j'ai fait du coach surfing, où tu te fais accueillir par les gens. Ils sont extrêmement sympathiques, généreux. Ils partagent leur sauna parce que c'est ça leur endroit de partage, mais ils sont peu causants. Donc en effet, il faut laisser il faut même une soirée ils peuvent être 20 dans la pièce. Et il y a moins de bruit que s'il y en avait 3, quoi. En France, c'est impressionnant. Mais tu arrives à casser la bien sûr. Plus facilement qu'avec un Américain qui, pendant la journée, babille beaucoup. Mais après, what's your name again? Voilà. Donc voilà. Bon. Merci beaucoup pour ce moment de sagesse, Jean-David. À bientôt. Merci à toi.